disais ce matin que je ne veux pas sortir le violon, je ne veux pas flatter personne ici. En fait, c'est que j'ai une relation très particulière avec Nantes. Et j'ai d'ailleurs maintenant un très, très bon ami ici à Nantes, deux très bons amis, François et sa compagne Anita. Et à chaque fois que je viens à Nantes, je vis toujours des moments absolument exceptionnels. J'en ai encore vécu ce matin, très touchant. Alors, je ne sais pas, j'ai Nantes profondément ancrée dans mon cœur maintenant. Merci beaucoup. Merci d'être là et merci de vous être arrêtés. Il est absolument impossible de retrouver le sens ou de donner du sens, j'insiste sur les mots, de donner du sens si on n'intègre pas le mot « s'arrêter » à son vocabulaire. Un des plus grands pièges qui soit, c'est de prendre le sens pour acquis. D'ailleurs, il y a un de mes amis, c'est vrai dans toute la vie, je le disais encore ce matin, c'est quelque chose que j'ai comme principe de ne jamais rien prendre pour acquis. Jamais. Parce que c'est, pour moi, tomber dans de la pensée magique. J'ai un ami qui est arrivé à la maison un dimanche matin, il y a plusieurs années, ding-dong. J'ouvre la porte et il a le visage complètement défait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma compagne vient de me laisser. J'ai dit, entre. Alors, on a échangé quelques minutes, bien sûr, enfin, j'aurais dû dire quelques heures. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, tu n'avais pas vu venir ça? Il dit, non, pas du tout. Ben, j'ai dit, t'es le seul. Parce que tout le monde ici, on se demandait quand est-ce que ça allait arriver. J'ai dit, tu vois les plantes qui sont là-bas, il faut que je les arrose. Sinon, elles vont mourir. J'ai dit, c'est comme ça dans la vie pour toutes les relations qu'on a. C'est comme ça pour le rapport qu'on a au travail. Il faut l'arroser, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Sinon, on tombe dans le piège de la routine, de l'habitude, et on prend les choses pour acquises. Pour donner du sens, il faut s'arrêter. Et dans ma tête, le mot « s'arrêter » à notre époque est devenu un mot révolutionnaire. Je crois que ça prend du courage aujourd'hui pour s'arrêter. S'arrêter, si ce n'était qu'une minute pour s'interroger sur la question du sens. On va le faire ensemble maintenant dans les minutes qui viennent. Mais il y a trois bonnes raisons, qui justifient que nous nous arrêtions pour réfléchir à la question du sens. Parce que le plaisir découle du sens que nous allons donner et redonner à ce que nous faisons. Alors, il y a trois bonnes raisons qui justifient que nous nous arrêtions pour donner du sens. La première, c'est pour prévenir des problèmes de santé. J'ai un ami médecin qui m'a dit il y a quelques années, puis à chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours un frisson. Je me dis, ça ne se peut pas qu'un médecin me dise ça. Pourtant, il l'a bel et bien dit, 2 fois plutôt qu'une. Il m'a dit, Serge, je ne crois pas au lien qui existe entre ce qui se passe dans notre tête et la manière dont notre corps réagit. J'ai dit, mais d'où sors-tu, toi? Et je n'ai jamais vu de preuve scientifique qui démontrait ça. Es-tu capable de me le prouver? J'ai dit, avec plaisir. Je savais qu'il détestait parler en public. Pour lui, faire une conférence, c'était un cauchemar. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il le fasse de temps à autre. Alors, je lui ai simplement posé la question suivante. Se pourrait-il que la demi-heure qui précède le moment où tu dois faire une conférence, tu ailles plus souvent à la toilette? Et il dit, oui, pourquoi? Ben, j'ai dit, c'est quoi la différence entre cette demi-heure-là et les autres demi-heures de ta vie? Se pourrait-il que ce soit quelque chose qui se passe dans ta tête, qui t'amène à aller plus souvent à la toilette? J'ai dit, imagine s'il fallait que tu donnes une conférence tous les jours. Dans quel état serait ta vessie et ton intestin après quelques années? Et je n'avais jamais pensé à ça. Ben, j'ai dit, il était temps. Tout le monde ici, on connaît des personnes qui, en période de stress intense, ont eu des problèmes de peau, de digestion, d'insomnie. C'est extrêmement clair, ça. David Servan-Schreiber, un psychiatre français qu'on a malheureusement perdu il y a 3 ou 4 ans maintenant, a écrit un livre magnifique, « Guérir ». C'est devenu un best-seller international dans lequel il fait la preuve 1 + 1 = 2, des liens qui existent entre ce qui se passe dans notre tête et la manière dont notre corps réagit. Ça fait 30 années que je soigne des personnes qui ont craqué au travail, 30 années, qui arrivent dans mon bureau brûlées, vidées, épuisées. Et quand je les regarde, je suis toujours fasciné parce que je me dis, quand ces personnes-là ont commencé à travailler, elles devaient être animées par une certaine passion. Elles avaient choisi ce travail-là. Et je me disais, elles devaient avoir la flamme allumée comme ça. Et quand elles arrivent dans mon bureau, la flamme est presque éteinte, un petit bout de chandelle comme ça.
Et là, je me dis en les regardant, mais de quoi ça a l'air un professeur, un enseignant, une enseignante, chez qui la flamme est presque éteinte, dans les yeux de 30 bouts de chou qu'il regarde? La même chose, je me suis dit, de quoi ça a l'air un soignant ou une soignante chez qui la flamme est presque éteinte, dans les yeux d'une personne soignée? C'est incroyable. Alors, comment on la garde allumée, la flamme? Et la flamme est entretenue par le sens. C'est fondamental. S'il n'y a pas de sens, d'ailleurs, les gens qui arrivent dans mon bureau arrivent avec 2 phrases. Un, je ne sais plus qui je suis, identité. Je ne sais plus où je vais, sens, direction. On va y revenir. Et les 2 sont liés, parce que si la personne ne trouve plus de sens, elle va souvent se remettre en question d'un point de vue identitaire. C'est donc fondamental. Et bien sûr, si ça se passe dans sa tête, son corps risque de réagir, parce que c'est lié. J'ai parlé du corps, je voudrais aussi vous parler de la manière dont on se sent. Il est impossible, à mes yeux, de parler de santé à notre époque si on ne parle pas de la manière dont on se sent. On traverse énormément de crises dans cette société. J'en découvre actuellement, maintenant que je suis en France. On traverse énormément de crises dans cette société. Mais il y en a une qui m'interpelle particulièrement depuis 30 ans. Au Québec, un quotidien qui s'appelle La Presse. C'est le quotidien qui est le plus lu au Québec. Première page, 1997, la section Économie, 21 ans de ça. Ça m'a jeté par terre qu'on prenne la peine de parler de ça dans la section Économie. On n'est pas dans le carnet santé. Les gens qui ont écrit dans la section Économie ont considéré que ce dont ils parlaient, ça avait un impact sur l'économie québécoise. Et on disait qu'au début des années 80, moins de 2 % des prestations d'invalidité de longue durée dans les milieux de travail étaient associées à des troubles psychiques. Moins de 2 % au début des années 80. En 1997, on approchait les 40 %. Je suis allé dans des organisations au cours des derniers mois, on est rendu à 70-80 %. Ça monte sans arrêt. Je veux dire, la pire des réactions qu'on pourrait avoir devant ça, ce serait de se mettre la tête dans le sable. « Ah, le temps arrangera bien les choses, ça va s'arranger tout seul. » Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il est devenu urgent que nous nous arrêtions pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passe, pour colmater cette hémorragie-là. Si on ne trouve plus de sens et de plaisir pendant la journée, eh bien, on va transporter ce qu'on vit avec soi à l'extérieur du travail, bien sûr. Et la crise dont je parle, qu'on le veuille ou non actuellement, elle touche toutes les couches de la société. Elle rejoint même nos enfants. Ma petite nièce avait 3 ans. Elle est rentrée de la garderie un soir, elle a eu une phrase que j'ai trouvée absolument terrible. À 3 ans, elle a dit « J'ai vraiment eu une grosse journée aujourd'hui. Hein? » Je me disais, il me semble que quand j'avais 3 ans, je ne tenais pas ce genre de discours. Hein? Ça m'a tellement impressionné que je me suis penché vers elle. J'ai dit « Raconte-moi ça, cette journée-là. » Bien, je vous avoue que quand elle lui est terminée, moi aussi, je trouvais qu'elle avait vraiment eu une grosse journée. J'ai parlé ça dans une école, il y a une enseignante qui est venue me voir à la pause. Elle m'a pris le bras comme ça. Elle m'a dit « Monsieur, ça m'a tellement touché quand vous avez parlé de votre nièce. » Elle a dit « J'ai un petit bonhomme qui a 7 ans. Un matin, cette semaine, il m'a pris par la manche puis il m'a dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Elle dit « Je vous rappelle, monsieur, je suis enseignante. » Il m'a dit « Maman, je souffre. » Quel mot, 7 ans! Je souffre beaucoup de stress quand je vais à l'école. Je me disais, quand j'avais 7 ans, je ne connaissais pas le mot stress. Et c'est normal, parce que quand j'avais 7 ans, et je ne suis pas si vieux que ça, le mot stress n'était à peu près pas utilisé sur la planète. Il y a un individu qui s'intéressait au stress en rapport avec les humains sur la planète quand j'avais 7 ans. Il s'appelait Hans Selye. Il travaillait dans un laboratoire à l'Université de Montréal. Il passait sa journée à stresser des rats, puis beaucoup de monde, ça a l'air. Mais c'est la seule personne qui s'intéressait au stress en rapport avec les humains sur la planète quand j'avais 7 ans. Aujourd'hui, on rentre dans n'importe quelle librairie, il y a des rayons entiers de livres consacrés au stress. J'en écris. Il y a des magazines populaires, il y a des articles là-dessus chaque mois. Il s'est passé quelque chose. Maman, je souffre beaucoup de stress quand je vais à l'école. Au fond, c'est intéressant parce que pour qu'il utilise une phrase pareille, il faut déjà, à 7 ans, qu'il ait intégré un concept. Il faut qu'il ait lié le sens qu'ont les 2 mots, souffrir et stress, dans sa tête. Je me dis, c'est une bonne chose au fond parce que ça va l'obliger très tôt dans sa vie à développer des stratégies, des moyens pour faire face plus tard à des situations difficiles. En même temps, je me disais, il me semble que 7 ans, c'est tôt dans la vie pour utiliser une phrase pareille. Une de mes grandes amies travaille dans un pénitencier pour femmes. Elle m'a dit qu'un midi, elle avait
déjeuner avec l'aumônier de la place. Et que l'aumônier lui avait dit ceci. « Tu sais, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, ce n'est pas les paralytiques qui feraient marcher. Il ferait marcher ceux qui courent. » Autrement dit, ça prendrait un miracle pour nous ralentir. Et il y aurait beaucoup de travail. Donc, une première raison pour que nous arrêtions, que nous réfléchissions à la question du sens et du plaisir, c'est pour prévenir des problèmes de santé, colmater l'hémorragie qu'on retrouve actuellement dans beaucoup de milieux de travail et surtout, éviter que les enfants continuent à perpétuer un tel discours. Moi, je trouve qu'on oublie beaucoup trop souvent que les enfants apprennent par modélisation. Je me demande souvent quel genre de modèle nous sommes en train de fabriquer et d'offrir. Si moi, j'arrive à donner du sens à mon travail, je vais montrer à mon enfant ce que ça signifie. Parce qu'il va voir la flamme à l'intérieur de moi. Et ça, c'est très important pour la vision qu'il aura du milieu de travail dans lequel il va éventuellement entrer, qui ne considère pas que ce soit une prison. Chez nous, il y avait une compagnie d'assurance, ça s'appelait Liberté 55. J'ai toujours trouvé ça terrible. Liberté 55, comme si avant 55 ans, on était en prison. C'est absolument fascinant. Et qu'à partir de 55 ans, on la trouvait enfin, la liberté. Mais quelle image ça donne aux jeunes de ce milieu? Si on considère que pendant 40 ans, ils vont être dans ce milieu-là, ça n'a aucun sens. Donc, on a à soi-même entretenir la flamme pour montrer que c'est possible. Deuxième bonne raison qui justifie que nous nous arrêtions pour réfléchir à la question du sens, comment en donner, bien, c'est pour profiter au maximum de notre vie. J'ai vu un film, parce qu'on passe combien d'heures par jour au travail? Profiter au maximum de notre vie. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je trouve ça absolument fascinant parce qu'il y a des gens qui considèrent que profiter de la vie, c'est après le travail ou avant le travail, qu'on n'en profite pas pendant le travail. C'est extraordinaire. Le mot « travail », vous le savez, c'est un mot qui vient d'un mot latin, « tripalium », qui désignait un instrument de torture. Hein? Il y avait il y avait des guerres, puis quand on faisait des prisonniers, on en faisait des esclaves, et pour pas qu'ils se sauvent, on les attachait après cet instrument de torture. C'est quand même assez extraordinaire. On a gardé cette espèce de mentalité. Moi, je pense que c'est ça qui est archi important de renverser. Et quand on donne du sens au travail, bien, c'est ce qu'on fait. Alors, et ça permet de profiter des heures de la journée où nous sommes au travail, profiter de notre vie, elle s'écoule là aussi. J'ai vu un film il y a plusieurs années qui m'a profondément marqué, un film fait par un Québécois qui s'appelle Jean Baudin, avec des grands comédiens québécois. J'aime bien les nommer parce que je les aime beaucoup, Pascal Bussière, James Inman. Le titre du film, Souvenirs intimes. En passant, c'est un film très dur, très violent. J'aime autant que vous le sachiez parce qu'il y a des personnes qui m'ont reproché d'en avoir parlé en disant « Je suis allé voir ce film, mais vous n'aviez pas dit que c'était dur à ce point. » Mais maintenant, je le dis, je fais de la prévention. Alors, Souvenirs intimes. Et dans ce film, il y a un jeune homme d'environ 16-17 ans qui a un accident de voiture très grave. Il se casse la colonne vertébrale très haut. Il va être paralysé jusqu'en bas pour le reste de ses jours. Il ne le sait pas, il est dans le coma. La scène qui m'a marqué, c'est la scène au cours de laquelle il vient tout juste de sortir du coma. Et là, le médecin doit lui apprendre qu'il va être paralysé jusqu'en bas pour le reste de ses jours. Évidemment, ce n'est pas facile à faire, mais il faut que quelqu'un le fasse. Alors, le médecin s'approche de lui et lui dit ceci. À partir d'aujourd'hui. Et là, il prononce 3 mots. Je vous assure, ces 3 mots-là sont devenus les 3 mots les plus importants dans ma vie. Ça fait 30 années que je travaille sur le stress, la fatigue, l'épuisement, la perte d'intérêt, la démotivation, la perte de sens, etc. Et j'en suis arrivé à la conclusion que ces 3 mots-là renfermaient la clé de notre pouvoir sur le stress, la fatigue et une grande partie de la clé de notre pouvoir sur notre vie. Si vous ne reteniez que ces 3 mots-là de toute la conférence, ça aura valu la peine à mes yeux. Je suis très sérieux. Alors, le jeune homme vient de sortir du coma, vient d'ouvrir les yeux. Le médecin s'approche de lui, lui dit ceci. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller placer, P-L-A-C-E-R. C'est un verbe. Il y a du mouvement dans ça, du pouvoir dans ça. Et lui dit, tu vas aller placer ton attention. Le mot-clé pour redonner du sens, c'est le mot « attention ». Il dit, tu vas aller placer ton attention sur la région de ton corps qu'il y a entre la base de ton nez et ta lèvre supérieure. Zoom!
Et il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas découvrir toutes les sensations que t'apporte cette partie de ton corps. Les picotements, les chatouillements, les engourdissements. Je me disais, c'est une scène extraordinaire. Il est en train de lui redonner son pouvoir. Parce que le danger qui guette ce jeune homme, et ça nous guette chaque jour dans notre travail, c'est d'aller placer son attention uniquement dans la région de son corps qui est morte et de n'habiter que là pour le reste de ses jours. Catastrophe. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste, ma vie est foutue, etc. On ne se le cachera pas. Il faut qu'il aille pour faire le deuil. Mais il doit ramener son attention dans des régions de son corps qui sont vivantes pour pouvoir en profiter. Le médecin sort de la chambre. C'est une très belle scène. On s'aperçoit qu'il a oublié de dire quelque chose. Il revient dans la chambre. Il s'approche du jeune homme et lui dit ceci. « Hey, don't miss the show. Ne manque pas le spectacle. » Je me disais, c'est fabuleux. Il est en train de dire, écoute, même si tu as la colonne cassée ici et que tu es paralysé jusqu'en bas, il y a encore un spectacle de disponible. Il en tient à toi maintenant d'avoir l'attention nécessaire pour pouvoir en profiter. C'est tellement vrai. L'histoire que je vais maintenant vous raconter, je la tire d'un écrivain qui s'appelle Anthony DeMello, dont j'aime beaucoup les écrits, qui racontait l'histoire suivante. Vous avez acheté des billets pour un spectacle. Hein? Je ne sais pas comment c'est ici à Nantes, mais à Montréal, c'est devenu complètement fou. Si on veut avoir des bons billets pour un spectacle, il faut s'y prendre au moins 1 an à l'avance. Vous avez pris la peine de téléphoner 1 an à l'avance. Vous avez même eu la patience d'attendre 15 à 20 minutes. La petite musique, tous nos préposés sont occupés, votre appel est important pour nous, blablabla. Vous avez enfin réussi à parler à quelqu'un. Vous avez acheté d'excellents billets 1 an plus tard. C'est le soir du spectacle. Vous êtes dans le milieu de la salle, dans le milieu d'une rangée. Les lumières s'éteignent, les rideaux s'ouvrent, le spectacle commence. Ça fait 1 an que vous attendez. Vous éprouvez nécessairement un bien-être, de la joie. Mais après 3-4 minutes, il y a cette petite voix qui commence à jargonner dans votre tête. Ça fait au-delà de 20 ans, 25 maintenant, que je l'appelle notre petit hamster intérieur. Il commence à courir comme ça dans sa petite roue. Et là, il fait « Est-ce que j'ai verrouillé ma voiture? » Et là, ça court, ça court. Je ne peux quand même pas me lever tout de suite. Je suis dans le milieu de la rangée. Il fait noir. Je vais déranger tout le monde. Ça court, ça court. Vous avez hâte que l'entracte arrive. Vous trouvez même que ça ne passe pas vite, même si ça fait 1 an que vous attendez. L'entracte arrive. Vous vous précipitez vers votre voiture. Elle était verrouillée. Mais vous avez manqué toute la première partie du spectacle pour une seule raison. Parce que votre attention était ailleurs. Vous êtes en vacances, sur le bord de la mer. Vous vous bercez doucement dans un hamac. La température est idéale. Il y a une petite brise qui caresse votre peau. Vous écoutez le bruit des vagues, c'est comme une musique. Il y a même une paille qui part de votre bouche et qui descend dans un verre de quelque chose que vous aimez. Et là, en vacances, sur le bord de la mer, dans un hamac, le petit hamster commence à courir. Il fait... Je recommence à travailler dans 3 jours. Immédiatement, c'est le syndrome du ballon boule. Le ballon dans l'estomac et la boule dans la gorge. Pourtant, c'est la même température, la même brise, la même hamac, la même paille, les mêmes vagues. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Une seule chose. C'est là où est rendue votre attention. C'est une question fondamentale. Le plus je vieillis, le plus que je trouve que le spectacle, il est court. J'ai perdu un très grand ami, un gars que j'ai connu, j'avais 14 ans. On était restés extrêmement liés. Sa sœur est mariée avec mon frère. Ses parents sont les amis de mes parents. On passait toutes les fêtes de Noël ensemble, tout le monde. Il y a quelques années, je suis allé dans la ville de Québec, 230 km de là où j'habite, donner une conférence. Il habitait Québec. Et il m'avait toujours dit, « Serge, j'aimerais tellement ça t'entendre en conférence, mais ça n'avait jamais donné. » Ce soir-là, au début de la conférence, il ne me l'avait pas dit. Je le vois entrer dans le fond de la salle avec sa conjointe. Pour moi, c'est une surprise. Je suis rempli de joie. À la fin de la conférence, on s'est vus, on s'est serrés dans les bras, on s'est même fixé un rendez-vous pour manger ensemble peu de temps après. La fin de semaine qui a suivi, il est allé marcher dans une montagne près de la ville de Québec qui s'appelle le Mont-Sainte-Anne. C'était le début du mois d'octobre. Les couleurs absolument incroyables qui explosaient partout dans les arbres. Il est tombé 3 fois sans raison en grimpant la montagne. Alors, il est allé passer des examens. On a découvert chez lui un cancer au cerveau.
Quand j'ai appris ça, je lui ai écrit pour lui dire à quel point j'étais bouleversé. Il m'a répondu ceci: « Si tu savais la signification que vient de prendre pour moi un rayon de soleil. » Je n'oublierai jamais ça. Il me disait que tout à coup, le plus possible, son attention allait être sur le spectacle. Et pourquoi faut-il attendre d'avoir le nez sur le mur pour prononcer une phrase pareille? Il avait toujours rêvé d'avoir un aquarium à l'eau salée. Je ne savais pas que ça existait, moi, ça, les aquariums à l'eau salée. J'ai appris ça à travers lui. J'ai entre autres appris que c'est très compliqué. Il faut que ça fonctionne pendant au moins 2 semaines avant d'être en mesure de déposer un poisson dedans. Parce qu'il faut que ça s'équilibre, la chimie, le pH. Alors, à chaque fois que j'allais à Québec, j'allais lui rendre visite, bien sûr, parce que je ne savais pas pour combien de temps il en avait. Un soir, j'arrive chez lui, je suis très étonné. Sa conjointe me dit qu'il n'est pas là. Je suis très étonné parce que j'ai appris dans la semaine qui a précédé que la tumeur avait atteint la moelle épinière et qu'il avait paralysé. Alors, je suis étonné qu'il ne soit pas là. Mais là, sa conjointe m'explique qu'un ami qu'on a en commun est allé avec lui au pet shop l'aider à acheter son premier poisson. Alors, je décide de l'attendre. Là, il y a une image que je n'oublierai jamais. Il est assis dans sa chaise roulante, comme ça. Il a la tête comme celle d'un petit tellement il prend des médicaments. Et il a le poisson dans un sac, comme ça. Et là, il me regarde, puis il me dit, je suis bébé, hein? J'ai dit, pas dans ma tête. Et là, il faut déposer le sac dans l'eau et attendre 45 minutes pour que les températures s'équilibrent avant de libérer le poisson. J'ai passé 2 heures devant l'aquarium à regarder le poisson. Au bout de 2 heures, j'ai dit, écoute, il faut absolument que je m'en aille. Il a prononcé une phrase tellement forte, c'est le plus bel héritage qu'il pouvait me laisser. Il a dit ceci: « Serge, au cours des 2 dernières heures, je n'avais plus de maladie. » Il est mort 2 mois plus tard. Zéro stress, cancer au cerveau. Pourquoi? C'était pas du déni, il faisait tout ce qu'il fallait, chimiothérapie, radiothérapie, tout ça. Pourquoi zéro stress? Toute son attention était complètement sur le spectacle. Le hamster était au repos. D'ici la fin de la conférence, je vous donne des outils pour calmer la bête. Parce qu'on a la capacité de faire ça. C'est une très bonne nouvelle. Mais pour faire ça, il faut qu'on s'entraîne. Entraînement égale discipline. C'est un mot que j'adore. Chez nous, il est devenu péjoratif, ce mot-là, discipline. Comme si c'était une contrainte à la liberté. C'est ridicule, le mot discipline, c'est un mot magnifique. Il vient du mot latin « discere », qui veut dire apprendre. De là, le mot « disciple », d'ailleurs. Je m'entraîne d'innombrables fois par jour, moi, à calmer la bête. Avant de vous dire comment je fais ça, parce que c'est très important pour être capable de donner du sens, d'avoir apaisé le hamster, parce que le hamster, il s'en va toujours dans la dimension du négatif. Dans le passé, j'ai oublié de faire ça. Dans le futur, je ne serai jamais capable de faire ça. Il y a un chercheur à Montréal, l'Université du Québec à Montréal, Jacques Forêt, un psychologue que j'adore, et ils ont fait beaucoup de travaux pour étudier le flot des pensées humaines. Ils ont découvert que 80 de nos pensées étaient négatives. 80! Et on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc, ça demande un entraînement, parce que c'est issu d'un très vieux conditionnement. Ça demande un entraînement pour ramener l'attention vers autre chose que ces pensées négatives. On va voir pourquoi elles sont là, d'ailleurs. Avant de vous dire comment on s'entraîne, je dois déposer 3 principes ici, 3 principes très importants. Vous allez voir, c'est lié au sens et au plaisir. Premier principe, mesdames, ça ne vous fera pas plaisir. L'attention ne peut pas être à 2 places en même temps. On le savait pour les hommes, mais on ne le savait pas pour les femmes. On sait que vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois, mais pour un instant précis, l'attention ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Je vous donne un exemple. Je suis au volant de ma voiture. Ma conjointe me parle. Le bulletin d'information commence. Il y a une information qui m'intéresse. J'ai 2 options. Première option, et c'est déjà prendre un risque, c'est d'informer ma conjointe qu'il y a une information qui m'intéresse. C'est prendre un risque parce qu'elle pourrait réagir comme ceci. « Ah, les informations sont plus intéressantes que ce que j'ai à te dire. » Ça, c'est une réaction super intéressante, ça. La réaction de stress, en passant, c'est une réaction extraordinaire qui existe depuis des millions d'années qui permet à l'espèce humaine de survivre. Il n'y aurait personne ici si la réaction de stress n'était pas en nous. On marchait dans la plaine comme ça, puis là, on entendait « En une fraction de seconde, le cerveau sécrétait l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, et mettait le corps en mode lutte ou en mode fuite
pour assurer la survie. Aujourd'hui, je dis à ma conjointe qu'il y a une information qui m'intéresse. Bien, son corps réagit exactement comme il y a 4 millions d'années si elle avait entendu le rugissement d'un fauve. En quoi le fait que je lui dise qu'une information m'intéresse, est-ce une menace à sa survie? C'est quand même intéressant. Et ça nous amène à un deuxième principe. À notre époque, le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre ego. Entre autres, à notre image dans la tête d'une autre personne, et déclenche exactement la même réaction. C'est fascinant, parce qu'on doit apaiser ça. Mathieu Ricard, ce moine bouddhiste que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, qui était un chercheur, un scientifique, qui travaillait beaucoup en génétique cellulaire à l'Institut Pasteur, a tout quitté et est allé construire des cliniques de santé, des écoles au Népal. Et il disait un jour qu'il suffit, pendant que nous parlons, qu'une personne en face de nous fronce les sourcils pour que le cerveau déclenche la même sécrétion hormonale que si nous avions entendu le rugissement d'un fauve. En quoi un froncement de sourcils est-il une menace à notre survie? C'est une menace à notre ego, à notre image dans la tête d'une autre personne. Très important. Troisième principe, je reviens une petite seconde au premier, l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. C'est très important parce que si l'attention est accaparée par le hamster, elle ne peut plus être disponible pour la créativité. Et comment peut-on donner un sens à ce que nous faisons? En utilisant notre créativité. C'est fondamental. Alors, il faut s'entraîner pour débrancher le hamster, pour faire réapparaître la créativité, si on va être en mesure de donner du sens. Je vais vous montrer comment on fait ça dans quelques instants. Mais il y a un troisième principe, très important dans l'espace de travail, ailleurs dans nos vies, bien sûr. Le cerveau privilégie de mettre l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Il fait ça depuis des millions d'années. Il a été conditionné à faire ça. On marchait dans la plaine, il fallait voir le moindre changement dans le mouvement des feuilles, dans la lumière, le moindre bruit, les parfums, etc. Il fallait pour assurer notre survie. Bien, ça fait des millions d'années qu'on est conditionné à faire ça. C'est pour ça que 80 % de nos pensées sont négatives. Parce qu'on est toujours en train de chercher ce qui pourrait être menaçant à gauche et à droite. Parfois même, on en invente des choses menaçantes. Donc, il faut sortir de ça, et pour sortir de ça, il faut s'entraîner. Et on s'entraîne comment? Moi, je m'entraîne d'innombrables fois par jour à apaiser mon hamster. Tous les matins, depuis 15 ans. Je l'ai encore fait ce matin. Je n'en ai pas manqué un seul depuis 15 ans. Tous les matins, à peine les yeux ouverts. Avez-vous remarqué qu'à peine les yeux ouverts, le hamster a déjà commencé à courir? Il y a des personnes qui ont des colonies de hamsters dans leur tête. Hein? Ils en font l'élevage, comprenez-vous? Ça se reproduit très vite, d'ailleurs. Tous les matins, au réveil, à peine les yeux ouverts, la première chose que je fais de la journée, depuis des années, je n'ai pas le goût. Il y a des moments où ça ne me tente pas du tout. Discipline, entraînement. Première chose que je fais de la journée, je me tourne sur le dos, à plat dos, la tête droite. Déjà, c'est très difficile de garder la tête droite. Elle a envie de retourner sur l'oreiller. Déjà, ça demande un effort. Les deux mains chaque côté du corps, les paumes vers le plafond parce que c'est confortable. Quelqu'un m'a dit que c'était une position de yoga. Je l'ignorais, la position du cadavre. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me dis, s'il y en a un qui n'est pas stressé, c'est quand même lui. Et la première chose que je fais de la journée, je place mon attention sur ma respiration. Je ne dis pas je respire tout le temps. Si je ne respirais pas, je ne serais pas ici. Mais l'objectif, et c'est très important, je le souligne 3 fois, l'objectif, c'est que l'attention ne soit accaparée que par la sensation du souffle qui traverse mes narines, gonfle mon abdomen, très important de gonfler la bedaine en passant. Quand je gonfle la bedaine, j'étire un muscle qui s'appelle le diaphragme. Ça stimule le système nerveux parasympathique, système de relaxation. Ça stimule un nerf qui s'appelle le nerf pneumogastrique. C'est pas très important, son nom, là, mais il part d'ici, il monte au cerveau, pouf, et il envoie le message de stopper la sécrétion des hormones du stress. Quand même pas rien, hein? Et tous les soirs, avant de dormir, la dernière chose que je fais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avant, là, mais la toute dernière, je me tourne sur le dos, à plat dos, la tête droite, et 2 mains chaque côté du corps, les paumes vers le plafond, et tous les soirs, avant de dormir, la dernière chose que je fais, je place mon attention sur mon souffle. Ne me croyez pas. Ne croyez rien de ce que je vous dis. Faites-le dès ce soir.
Et installez-vous comme ça, là. Et si vous avez un conjoint, une conjointe qui vous dit « Qu'est-ce que tu fais là? » bien, vous lui direz que vous avez entendu un conférencier un peu hurluberlu dans l'avant-midi et qui vous a proposé ça, et enseignez-le à l'autre. C'est très intéressant, d'ailleurs, quand on le fait avec une autre personne. On va vous installer. J'ai parlé de la position du cadavre. Alors, on s'installe comme ça, et vous placez votre attention sur votre souffle, mais ça ne fera pas 3 secondes que le hamster va recommencer à courir. Ah, j'ai oublié de faire ça aujourd'hui. Comment je vais faire? Non, il n'y arrivera pas, c'est pas possible. C'est un animal nocturne. C'est absolument fascinant. Quand tout est éteint, les lumières, les sons, etc., le cerveau cherche constamment son équilibre. Constamment. On arrive dans une pièce, il fait chaud, on retire une pelure, on baisse le thermostat. Il fait froid, on ajoute une pelure, on monte le thermostat. On a faim, on mange. On a soif, on boit. On cherche toujours son équilibre. Psychiquement, c'est la même chose. Un problème n'a pas été résolu, on va essayer de le résoudre. Une question n'a pas eu de réponse, on va essayer de trouver la réponse. Quand toutes les lumières sont éteintes, quand il n'y a plus de bruit, ça tourne vers l'intérieur et là, le cerveau cherche son équilibre. Le problème, c'est que le hamster n'est pas en train de trouver des réponses. Le hamster est dans des discours du genre « Comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive? » Il n'y a pas de réponse là-dedans. Alors, c'est là que ça demande de la vigilance. Et c'est ce qu'on développe. C'est ça qui est extraordinaire. On développe la vigilance quand on s'entraîne et elle permet de dire « Oups, l'hamster vient de recommencer à courir. » Ça, c'est très important parce qu'il y a un autre piège. J'y arriverai jamais. Il y a des cuisses d'acier. Il est boosté aux stéroïdes, etc. Ça, c'est encore le hamster qui parle. Vous me suivez? C'est une petite bête sensible, susceptible. Il faut juste faire « Ah, il a recommencé à courir, c'est pas grave, on le caresse un peu. » On ramène l'attention sur le souffle. Très, très important. OK, vous vous installez ce soir, vous faites ça, ça fait 3 secondes, il a recommencé à courir. Ils viennent en ce week-end, on ne sera jamais prêt. Ah, il a recommencé à courir. Bien, si vous faites ça, vous venez de faire un pas de géant. Parce que vous venez de vous rendre compte qu'il est entré dans sa roue. Et c'est ça qui est le plus difficile à faire. Et quand vous ramenez votre attention dans le présent, sur quelque chose de concret, eh bien là, la créativité peut réémerger. Et là, vous pouvez faire un inventaire des pistes d'action possibles. Vous pouvez faire un inventaire des stratégies pour redonner du sens au travail. On va vous en donner quelques-unes dans quelques instants. Mais c'est fondamental. Si vous avez encore de la difficulté, comptez. Comptez jusqu'à 5 en inspirant. Comptez jusqu'à 5 en expirant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi ça fonctionne? L'attention ne peut pas être à 2 places en même temps. Alors, si vous comptez, elle plie sur la roue. Comme ça. Maintenant, 3e bonne raison pour s'arrêter et réfléchir à des manières de donner du sens, pour trouver du plaisir dans le travail, c'est devenu à mes yeux une question de dignité humaine. Moi, je vis dans une famille recomposée. J'ai très, très longtemps été un vieux garçon, un célibataire endurci. D'ailleurs, ma compagne trouve que j'ai encore beaucoup de caractéristiques, mais ça, c'est un autre problème. Quand je l'ai rencontré, il y a 25 ans, je pense qu'elle était contente de me rencontrer, mais sa fille, qui avait 7 ans, pas du tout. Ça a été énormément de travail, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide et beaucoup de reconnaissance mutuelle. 3 facteurs collectifs très puissants associés au sens dans le travail. Soutien, entraide, reconnaissance mutuelle. Vous savez déjà ça. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'il y a des sociologues et des philosophes qui nous observent et qui ont observé qu'à notre époque, il y avait une augmentation radicale du narcissisme, de l'individualisme. Sans que nous nous en rendions compte, nous sommes en train de nous priver du soutien, de l'entraide et de la reconnaissance mutuelle. Oh, j'ai envie de vous donner un exemple d'ailleurs. Quand j'ai fini mon cours de médecine, je suis allé pratiquer à la campagne, dans une région du Québec qui s'appelle Lot-Binière, à peu près à 1 heure de voiture de la ville de Québec. J'habitais dans un rang complètement à l'extérieur d'un village qui s'appelle Parisville. D'ailleurs, j'ai découvert Parisville quand j'ai vu l'enseigne « Parisville vous remercie de l'avoir visité ». J'étais passé au travers, je ne l'avais pas vu. Enfin, j'ai loué une maison dans un rang complètement à l'extérieur du village. Je travaillais dans un autre village qui s'appelle Fortierville, quelques kilomètres de là. Un soir de novembre, j'ai fait du bureau, j'ai vu un dernier patient vers les 11 heures, j'ai rempli les dossiers après et je suis rentré chez moi. Cette année-là, c'était la journée où il avait neigé pour la première fois.
Quand je suis arrivé devant ma maison, les fossés avaient été complètement remplis de neige. Tout était blanc, uniforme. Je ne voyais plus mon entrée, c'était comme un désert. Et là, je me suis dit, l'entrée, il me semble que c'était à peu près ici. J'ai appuyé sur l'accélérateur, je m'enfonce complètement dans le fossé. Il était minuit moins quart, l'arrière de la voiture était en plein milieu de la route de terre, il neigeait abondamment. Mon hamster, hein? Visibilité presque nulle, grande fatigue, n'importe qui pourrait avoir un accident grave. Là, mon hamster a vraiment commencé à activer sa roue. Comment se fait-il que ce soit toujours à moi que ça arrive, ce genre de choses? Serge, entraînement. Place ton attention, paf, sur l'inventaire des pistes d'action possibles. La première piste d'action qui est montée dans ma tête, c'était de regarder chez le voisin, il y avait de la lumière. Je me suis dit, je vais me rendre. Mais là, pendant que je me rendais chez le voisin, le hamster a recommencé à courir. Frapper à la porte de quelqu'un qu'on ne connaît pas à minuit moins quart, c'est loin d'être évident. Deuxième piste d'action possible. Je vais grimper les marches, je vais m'approcher de la porte. Si j'entends du bruit, je vais frapper. Si je n'entends rien, troisième piste d'action possible. Je vais me rendre jusqu'au village. Il y a un hôtel ouvert 24 heures sur 24. Quatrième piste d'action possible. Si je croise une voiture, je l'arrête. Je vais lui dire « danger, danger ». Il y a une voiture dans le milieu de la route là-bas. J'arrive chez le voisin, je monte la première marche, la porte s'ouvre. Il m'attendait. Le bonnet sur la tête, les mitaines dans les mains et les bottines dans les pieds. Il riait abondamment. Moi, je pense qu'il pensait déjà à ce qu'elle allait raconter dans le village à mon sujet le lendemain matin. Il est venu me sortir du fossé à bout de bras. Il était colosse, charpenté. Là, j'ai dit « Monsieur, merci beaucoup ». Le lendemain matin, je me suis réveillé. Il y avait un grand piquet chaque côté de mon entrée. Il ne voulait pas revenir tous les soirs, ça c'est sûr. Mais c'est l'entraide, le soutien, la reconnaissance mutuelle. Voyez-vous comment ça fait baisser le stress, comment ça aide à vivre. C'est absolument extraordinaire. Je raconte ça parce qu'il y a quelques années, je remontais une rue à Montréal qui s'appelle la rue Saint-Laurent, très achalandée habituellement, le lendemain d'une tempête de neige. Et à Montréal, quand on nettoie les rues, le lendemain des tempêtes de neige, on enterre les voitures qui sont garées chaque côté de la rue. Alors, il y a quelqu'un qui était coincé dans un banc de neige et il y avait une personne qui poussait, mais il n'était pas capable de sortir de là. Bien, j'ai arrêté. À deux, on était capable de le sortir du banc de neige. Le chauffeur a baissé sa vitre et a dit « Monsieur, merci beaucoup. Vous êtes la 8e personne qui passait, mais la première qui a arrêté. » L'autre, c'était son fils. J'ai pensé à mon voisin à Parisville, puis je me suis dit, il y a une différence. Il n'en tient qu'à nous de protéger l'entraide, le soutien, la reconnaissance mutuelle. C'est absolument fondamental. Ça fonctionne au travail. Ça fonctionne à l'extérieur du travail. J'ai entendu dans ma voiture un jour au bulletin de nouvelles le résultat d'une étude qui démontrait que 80 des familles recomposées éclataient. 80 J'ai failli prendre le fossé encore une fois. Je me suis dit, mais après tout, ça se pourrait. Parce que les adultes se choisissent, mais les enfants ne choisissent pas ça. Et là, ça me permet de vous offrir une définition du changement, parce que le changement affecte beaucoup nos organisations, nos milieux de travail. Et l'être humain a souvent de la difficulté à traverser le changement. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a plusieurs personnes qui arrivaient dans mon bureau, brûlées, vidées, épuisées, parce qu'elles n'avaient pas été capables de s'adapter au changement. Alors, j'ai essayé de comprendre. Puis j'ai trouvé un philosophe qui s'appelle Krishnamurti, un philosophe indien dont j'adore les travaux, et qui disait, voici la raison pour laquelle l'être humain a de la difficulté à s'adapter au changement. Ce n'est pas parce qu'il a peur de l'inconnu, c'est parce qu'il a peur de laisser aller le connu. Parce que même si c'est pénible, il le connaît et il est capable de le contrôler. Et là, ça me permet de faire une autre petite parenthèse. Jacques Forêt, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, avec son équipe qui a déterminé que 80 de nos pensées étaient négatives, a aussi déterminé que nous avions en commun 3 grands besoins. Il disait, oubliez ça, la pyramide de Maslow, là, il y a 3 grands besoins universels qu'on cherche à combler dans l'espace de travail. Le premier, c'est facile, CAA. Le premier, c'est le besoin de compétence. Nous avons besoin de nous sentir compétents. Dans l'entraide, on peut s'aider mutuellement à se sentir compétent en montrant à l'autre qu'on a vu ses compétences et qu'on a confiance en ses compétences. Le deuxième, c'est le besoin d'autonomie, autonomie. Mais le troisième, et les deux peuvent parfois venir en compétition, c'est le besoin d'affiliation. Par conséquent, on a tous et toutes besoin de se sentir reliés. Ça fait partie de notre nature profonde, tout en respectant notre autonomie pour sentir qu'on est compétent. Alors, ces 3 éléments, j'espère que je suis clair, ce sont 3 éléments, s'ils sont comblés dans l'espace de travail, qui peuvent nous permettre de donner du sens à ce que nous faisons. Sentir qu'on se développe, qu'on est compétent, sentir qu'on est autonome, capable de prendre des décisions, mais en même temps se sentir affilié, se sentir relié.
Alors ça, c'est fondamental. Je reviens à la question de la dignité humaine et de l'entraide et du soutien. Je disais que ça fonctionnait au travail et à l'extérieur du travail. Chez nous, on a appliqué ça beaucoup. Dans la famille, le soutien, l'entraide, volontairement. Et ça a fonctionné. Il y a quelques années, cette petite fille de 7 ans était devenue une jeune femme de 17 ans. Au petit déjeuner, elle me dit, Serge, j'ai un travail à faire pour l'école sur la relation entre l'environnement et la dignité humaine. Je dis, mais c'est passionnant, ce travail-là. C'est fascinant. C'est pour quand, ça? Elle me dit, après-midi. J'ai dit, bon, j'imagine que tu veux un petit coup de main. Elle dit, oui, s'il te plaît. Pourrais-tu me donner une petite définition de la dignité humaine? Question facile comme ça, en prenant un petit déjeuner. Heureusement, j'avais lu ce philosophe montréalais dont j'adore les travaux, Charles Taylor, un grand livre qui s'appelle « Les sources du moi ». Et Taylor nous donne une définition absolument magnifique de la dignité humaine. Je pense que c'est la plus belle que je n'ai jamais entendue et je ne crois pas que je vais retrouver une définition aussi belle que ça d'ici la fin de mes jours. Taylor a dit « La dignité humaine, et je suis sûr que tout le monde ici, là, sans exception, je suis sûr que vous contribuez fortement à la dignité humaine. » Taylor a dit « La dignité humaine, c'est ce qui fait que pour une personne, sa vie vaut la peine d'être vécue. » Ce qui fait que pour une personne, sa vie vaut la peine d'être vécue. Notre fille me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, on va prendre un exemple extrême. Imagine une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle n'est pas complètement en phase terminale, elle est encore capable de communiquer, mais elle a beaucoup de difficultés. Alors, si elle a de la difficulté à communiquer, qu'est-ce qui va nous permettre de croire que sa dignité est préservée? J'ai dit, il me semble que c'est la manière dont on va s'y prendre pour lui parler, pour la toucher, pour la laver. J'ai dit, il me semble que c'est aussi ce qui va nous permettre de croire que malgré sa maladie, bien peut-être que quelque part, sa vie vaut encore la peine d'être vécue. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que notre vie vaut la peine d'être vécue? C'est une question que je trouve tellement fondamentale de me poser tout de suite. Parce que si je me la pose tout de suite et que j'y réponds adéquatement, quand je serai rendu à la fin et que je me retournerai, je dirai, ouais, ça valait vraiment la peine d'être vécu. Dans une journée, je crois d'ailleurs, j'ai une croyance très forte, je crois que notre époque est caractérisée par quelque chose qui nous distingue de toutes les époques qui nous ont précédés dans l'histoire de l'humanité. Je crois vraiment ça. Je crois que tout le monde ici, sans exception, nous cherchons à faire en sorte qu'au maximum, notre vie vaille la peine d'être vécue. Et pourquoi je dis que ça nous distingue de toutes les époques qui nous ont précédés? Pour la raison suivante. Mes parents avaient aussi une croyance très forte. Et je ne veux pas porter de jugement sur cette croyance. Je me contente simplement d'observer la réalité. Mes parents croyaient très fortement que le paradis, c'était à la fin de leur jour. Et croyaient aussi que le plus ils enduraient pendant, le plus ils auraient de chance d'y aller après. Il y avait un dicton très répandu au Québec, c'était « il faut gagner son ciel ». Aujourd'hui, la croyance est encore présente, mais avec des nuances. Beaucoup de gens se disent « au cas où il n'y en aurait pas après, on va s'arranger pour en profiter au maximum pendant ». Par conséquent, il y a une question extrêmement importante qu'on aura avantage à se poser, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que notre vie vaut la peine d'être vécue? Dans une journée, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous m'arrêtez, il y a 24 heures. On en passe combien en moyenne à dormir? Entre 7 et 8. Bien sûr, il y a des personnes qui ont besoin de moins de sommeil que ça, mais c'est une minorité. Madonna, entre autres. Et la majorité des êtres humains, dont je fais partie, nous avons besoin de 7 à 8 heures de sommeil sur 24, uniquement pour être en forme, pour protéger la santé. Croyez-le ou non, je n'ai pas inventé ça, il y a des sociologues qui nous observent. Nous passons en moyenne 1 heure par jour à nous occuper de notre corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, se laver, laver ses dents, passer la soie dentaire, aller aux toilettes, se maquiller, se raser, se peigner. Quand on additionne toutes les minutes consacrées à ces activités-là au cours d'une journée, ça donne environ 1 heure. J'ai même fait une étude au sujet de notre fille, à ce sujet-là. Et dans son cas, c'était pas mal plus long que ça, je peux vous assurer. C'était 1 heure le matin. C'est quand même fascinant. On passe en moyenne 1 heure par jour à faire les choses que j'appelle les choses indispensables de l'existence. Je n'ai pas le choix. Il faut quand même que j'arrête d'acheter de la nourriture quelque part. Il faut que j'aille mettre de l'essence dans ma voiture. Il faut que j'ouvre mon courrier, que je paye mes factures, que je sorte les ordures de la maison. Chez nous, on dit le bac à recycle, bon, etc., que je lance. Le lavage, le repassage, le ménage, l'entretien de la maison, l'intérieur, l'extérieur. Des jours, c'est plus long, les jours de congé.
D'autres jours, c'est moins long, mais quand on étire ça sur toute la semaine, en moyenne, minimum, 1 heure par jour, les choses indispensables de l'existence, boire et manger, simplement aller chercher la nourriture, ouvrir le réfrigérateur, sortir la nourriture, les armoires, déposer les tranches de pain dans le grille-pain, les faire griller, mettre quelque chose dessus, il faut quand même mâcher, avaler, serrer la vaisselle dans le lave-vaisselle si on en a un, la laver si on n'en a pas, aller chercher un verre d'eau, un café. Moi, je suis responsable des comptoirs et des casseroles chez nous. J'ai fait un projet de recherche. Minimum 10 à 15 minutes le soir après le repas du soir. Si on a des invités, c'est plus long que ça. C'est parfois tout l'avant-midi du lendemain qui y passe, hein? Les verres, bon, toute l'histoire. Alors, boire et manger minimum 2 heures par jour. Le travail, à notre époque, son calcul à partir du moment où on quitte l'endroit où on habite, se rendre sur les lieux de travail, les heures passées sur les lieux de travail, quitter le lieu de travail, retourner à l'endroit où on habite, le travail qu'on apporte parfois avec soi le soir à la maison, le hamster qui tourne la nuit pour travailler, c'est combien d'heures à notre époque? Je n'ai pas inventé ça, il y a des sociologues qui nous observent. Combien d'heures à notre époque, en moyenne? Entre 9 et 10 heures par jour. Il faut que ça vaille la peine d'être vécu, sinon il en reste combien? 2. Il y a des personnes qui ont développé la croyance que ce serait pendant ces 2 heures-là que leur vie vaudrait la peine d'être vécue. Et s'ils n'ont pas eu du sens pendant la journée, ils vont être dans une léthargie telle que tout ce qu'ils vont avoir le goût de faire pendant ces 2 heures-là, ça va être de s'écraser devant la télé. Chez nous, on dit de regarder la poule aux œufs d'or. C'est une émission, on peut choisir entre une poule et un œuf pour gagner de l'argent, enfin, peu importe. Alors, après 2 heures de poule aux œufs d'or, on ressent une léthargie encore plus grande qu'avant de s'être assis. Je sais, ça m'est arrivé. Je me dis, comment ça se fait? Je suis encore plus fatigué qu'avant de m'être assis, et ça fait 2 heures que je ne fais rien. Et je me suis dit un jour, se pourrait-il que j'ai quelque part l'impression que ces 2 heures-là ne valaient pas tant que ça la peine d'être vécues? Se pourrait-il qu'inconsciemment, j'aime beaucoup ce mot, ça veut dire que je ne m'en rends pas compte. Se pourrait-il qu'inconsciemment, j'ai parfois l'impression d'avoir un peu perdu mon temps? Alors, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que notre vie vaut la peine d'être vécue? Bien, la réponse, elle est très simple. C'est quand on donne un sens à ce que nous faisons ou à ce que nous vivons. Et comment donner un sens à ce que nous faisons ou à ce que nous vivons? 2 pistes. Je les emprunte à une femme dont j'aime beaucoup les travaux, j'aime beaucoup la personne, une femme qui travaille au HEC à Montréal, qui s'appelle Estelle Morin. Première piste, pour donner un sens à ce que l'on fait, et ça c'est très intéressant, parce qu'on peut le faire individuellement et collectivement. Il faut tracer une direction. Comment on le fait collectivement? En réadhérant régulièrement à la mission et aux objectifs de l'organisation pour laquelle on travaille. On a tendance à perdre ça de vue, à prendre ça pour acquis, penser magique. Autre manière de tracer une direction, individuellement ou collectivement, à travers des projets à court terme, moyen terme, long terme. Et pourquoi un projet permet de donner du sens? Parce qu'un projet permet d'envisager des résultats. Au début du siècle dernier, moins de 7 % des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur tête. L'immense majorité des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur corps, en coupant des arbres, en travaillant la terre. À la fin de la journée, c'était facile de voir les résultats. La corde de bois était empilée, les champs étaient labourés. En moins de 100 ans, ça s'est complètement renversé. C'est une des plus grandes révolutions qu'il y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, 75 % des gens gagnent leur vie en se servant principalement de leur tête. Ou en tout cas, en pensant que c'est ça qu'ils font. Mais ça, c'est un autre problème. Ça devient de plus en plus difficile de voir immédiatement des résultats. C'est pour ça que ça aide d'avoir des projets court terme, moyen terme, long terme, au travail ou à l'extérieur du travail. Il y a une dame que j'ai soignée un jour, je n'ai jamais oublié, elle m'a tellement rendu service. Elle arrive dans mon bureau, brûlée, vidée, épuisée, comme ils arrivent tous. Et je leur pose systématiquement une question lors de la première entrevue. Et c'est une question qu'on devrait régulièrement se poser à soi-même. Ne me croyez pas, faites-le. Et c'est la question suivante. Cette dame était brûlée, vidée, épuisée. Je lui ai dit, Madame, dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans la vie? Elle a dit, Monsieur, si je suis dans votre bureau, c'est qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse dans la vie. J'ai dit, OK, on va changer de stratégie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déjà intéressé dans la vie? Elle me dit, oui. J'ai dit, quoi? Elle me dit, la peinture. Ah, j'ai dit, ça fait combien de temps que vous avez peint, vous? Elle me dit, 2 ans.
J'ai dit, madame, je vous fais une prescription. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau. La semaine d'après, elle arrive, pas de tableau. J'ai dit, madame, ça n'était pas pour accrocher sur le mur. Ça fait partie de votre traitement. J'ai dit, non seulement je vais refaire la prescription, mais je vais augmenter le degré de difficulté. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau sur lequel vous allez vous représenter tel que vous vous percevez actuellement. La semaine d'après, elle arrive, pas de tableau. Je dis, madame, je suis désolé, je ne peux plus vous voir. Elle dit, c'est du chantage? J'ai dit, non, vous ne faites pas votre traitement. Si je vous prescrivais un médicament et que vous ne le preniez pas, ça ne servirait à rien qu'on se voit. Je vous prescris de faire un tableau et vous ne le faites pas. J'ai dit, quand vous aurez peint, vous m'appellerez. 3 semaines, c'est cool. Elle me téléphone, elle avait peint, on s'est vu. Elle dit, vous, je vous en voulais. Je me disais, ça se peut pas que ce gars-là me comprenne pour me demander de faire ce qu'il me demande de faire dans l'état dans lequel je suis actuellement. Elle dit, un soir, monsieur, j'étais assise dans mon fauteuil. Je regardais la toile blanche sur le chevalet et je me sentais comme un morceau de velcro accroché à un autre morceau de velcro. Elle dit, j'ai pensé à votre prescription. Schlac, j'ai décidé d'y aller. Elle dit, j'ai commencé à peindre. 4 heures se sont écoulées que je n'ai pas vu passer. Elle dit, au bout de 4 heures, j'avais terminé. Résultat, elle dit, je sentais une énergie que je n'avais pas sentie depuis des mois. Elle dit, je me suis dit, le maudit, c'est ça qu'il voulait que je chante. J'ai dit, oui, madame, c'est un truc. Je vous ai donné un projet à court terme. L'objectif, c'était de vous permettre de reconnecter avec des ressources dont vous aviez oublié l'existence à l'intérieur de vous, mais qui étaient encore là. C'était de vous permettre de renouer avec l'estime de soi. Ça, c'est fondamental si on veut retrouver du sens et du plaisir au travail, de renouer avec l'estime de soi. C'est une très belle histoire. Elles ne sont pas toujours belles comme celle-là, mais elle est très belle. 2 ans plus tard, je recevais un carton d'invitation. Elle faisait une exposition dans une galerie d'art sur la rue Saint-Denis à Montréal. Quand même pas rien, hein? Elle avait retrouvé du sens. 2e manière de donner du sens. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et je suis très heureux que vous soyez ici aussi. On dit souvent à mon sujet que je suis un grand rêveur, mais je pense qu'on a raison. Parce que je rêve très sincèrement que nous allons devenir de plus en plus nombreuses et nombreux à réfléchir ensemble à cette 2e manière de donner du sens. Parce que j'ai la croyance que c'est son absence qui explique une grande partie de la souffrance qu'on rencontre actuellement dans beaucoup de milieux de travail, dans la société en général et chez beaucoup de jeunes. Pour donner du sens, toujours selon Estelle Morin, il faut établir ou maintenir une cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose ou les décisions que l'on prend. S'il n'y a plus de cohérence entre nos valeurs et nos gestes ou nos décisions, on tombe dans une problématique de sens. Au Québec, ça se prononce comme ceci, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de bon sens. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment maintenant maintenir une cohérence entre les valeurs et les gestes? Eh bien, la première chose, c'est de prendre un temps d'arrêt pour les réexaminer, ces valeurs. Quelles sont les valeurs qui m'animent? Quelles sont les valeurs qui m'ont amené ici, dans cet espace-là? Quelles sont les valeurs qui nous animent collectivement? J'ai vu beaucoup d'organisations où il y a des valeurs collées sur les murs, mais les gens, ils ont complètement oublié. Elles ne sont pas intégrées. Donc, il faut s'arrêter pour les réexaminer. Et c'est très sérieux, cette question, parce qu'il y a des êtres humains dans cette société qui posent des gestes en cohérence avec leurs valeurs, et ce sont des gestes terribles. Les individus qui ont dirigé des avions dans les tours le 11 septembre 2001 posaient probablement des gestes en cohérence avec leurs valeurs. Le problème était dans la définition des valeurs. Il faut absolument prendre un temps d'arrêt. Moi, il y en a une qui m'anime, et je suis sûr qu'elle anime tout le monde ici, sans exception, c'est humblement contribuer au bien commun. Cette valeur-là m'anime constamment, j'y reviens sans cesse. Elle m'aide d'ailleurs même dans les périodes de fatigue. Pourquoi tu fais ça, Serge? Humblement contribuer au bien commun. Oh, je retrouve une énergie parce que je reconnecte avec le sens. Maintenant, encore une fois, comment maintenir une cohérence entre les valeurs et les gestes après les avoir examinés, réidentifiés, avoir reconnecté avec ces valeurs? Bien, il faut trouver un équilibre entre le défi et les limites. Les deux sont importants. Un équilibre entre le défi et les limites. L'être humain a besoin d'avoir des défis. Si je n'ai pas de défis, je ne découvrirai jamais mes capacités, mon potentiel, mes ressources. Une des plus grandes sources de plaisir pour un être humain dans la vie,
C'est de développer son potentiel, ses capacités, ses ressources. Une des plus grandes sources de plaisir. C'est ce qui est recherché par beaucoup d'êtres humains dans l'espace de travail, maintenant d'ailleurs. C'est fondamental. Je soigne des personnes à la retraite. Je n'aurais jamais cru que ça m'arriverait. Des personnes qui m'appellent, j'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Je ne vais pas bien. Je les vois. Et là, en les écoutant, je me rends compte que leur conception de la retraite, c'était un hamac avec une bière. Après 6 mois de hamac, ils font des plaies de hamac, comprenez-vous? Ils ne sont plus en contact avec leur potentiel, leurs ressources, leurs capacités. Ils tombent dans un sentiment de vide, d'ennui, de détresse psychologique. C'est aussi stressant, la sous-utilisation du potentiel, que la surutilisation du potentiel. J'ai vu ça chez des jeunes aussi. Je suis allé dans un hôpital, il s'appelle Sainte-Justine, à Montréal. C'est un hôpital pour enfants. Je suis allé au département d'hémato-oncologie, aider l'équipe qui travaille avec des familles et des enfants atteints de cancer. Pas facile, hein? Bien, il y a une jeune infirmière, 21-22 ans, qui m'a dit ceci. Je vais vous épargner les jurons québécois, là. Mais elle a dit, moi, je ne suis pas Mère Teresa, là, il y avait des jurons. S'il faut que je travaille 5 minutes de plus, ils vont me payer. Puis là, il y a toute une série de jurons qui sont sortis, encore une fois, tirés du vocabulaire liturgique. Elle avait compris comment mettre des limites. Mais elle n'avait pas découvert encore le lien puissant qui existe entre l'engagement et le bonheur. Il y a un lien puissant qui existe entre les deux. Elle ne l'avait pas découvert. J'ai eu la chance d'entendre un alpiniste québécois qui s'appelle Bernard Voyer. Il a grimpé toutes les plus hautes montagnes de la planète. On est devenus des amis maintenant. Et Bernard disait que la première fois qu'il a grimpé l'Everest, enfin, il disait que ses capacités, son potentiel, ses ressources, il a découvert tout ça en grimpant les montagnes, pas assis dans son salon, mais il disait aussi ceci, cependant. Il disait que la première fois qu'il a grimpé l'Everest, il est arrivé à un endroit où on leur a dit « il faut qu'on arrête ». Il y a quelqu'un qui a dit « nous sommes presque rendus ». Il y a quelqu'un qui a dit « oui, mais le temps vient de changer, le vent vient de se lever, il faut qu'on redescende. » Descendre, pardon. Moi, je crois que cette fois-là, ça a pris plus de courage pour accepter de redescendre que ça en aurait pris pour continuer. Ça faisait des années qu'il se préparait. Il n'avait pas décidé de grimper l'Everest la veille, là. Il n'avait pas dit « on va te prendre une bière à eau demain matin », là. C'est pas comme ça que ça se passe. Cette zone-là, sur l'Everest, on l'appelle la zone de la mort. Il y a plein de cadavres, des personnes congelées, en parfait état. Ce serait trop compliqué de les redescendre, ça fait qu'on les laisse là. Je me disais, c'est quand même fascinant. C'est des personnes qui étaient à un stade de leur vie où il y avait une décision très difficile à prendre. Choisir entre continuer ou respecter leurs limites, leur humanitude. Je vais vous parler quelques instants de notre humanitude. C'est chez moi, je l'avoue, c'est chez moi la chose que j'ai encore aujourd'hui le plus de difficulté à apprivoiser. Mes limites, elles existent. Mais là, il y a des gens qui m'ont déjà entendu parler de ça ici, mais je vais le reprendre pour tout le monde, je trouve ça important. Chez moi, il y a une pièce qui me sert de bureau. Ça m'a longtemps servi d'endroit où j'emmagasinais les documents que j'avais reçus et que je n'avais pas eu le temps de lire. Je faisais des piles partout par terre. Un soir, je me rends compte que pour me rendre à ma chaise de travail, il fallait que j'enjambe les piles et que je fasse attention à là où je déposais les pieds. Parce que si j'en accrochais une, c'était l'effet domino. Il y avait un ordre là-dedans. J'étais le seul à le connaître, là, mais il y avait un ordre là-dedans. Et là, je me suis dit, il faudrait que je fasse le ménage. La fin de semaine suivante, je n'avais rien au programme, c'est super, en fin de semaine, je fais le ménage. Le vendredi soir, je me couche de bonne heure, excellente nuit de sommeil, je me lève tôt le samedi matin, bonne douche, bon petit déjeuner. Je m'en vais chercher mes boîtes pour le papier à recycler, mes sacs pour les ordures. J'arrive devant la pièce, je la regarde et je suis soudainement saisi d'une fatigue extrême. Là, je me suis dit, je ne savais pas que j'étais fatigué comme ça. Je le ferai demain. Le lendemain, j'arrive devant la pièce, encore la grande fatigue. Ah, j'ai dit, je vais prendre des vacances. J'ai pris 3 semaines. Après 2 semaines de repos, j'ai dit, bon, c'est le temps d'aller dans la pièce. J'arrive encore devant la pièce, grande fatigue. J'ai dit, fatigué, pas fatigué, j'y vais. J'entre dans la pièce. Au hasard, sur une pile, je prends un premier document. Je commence à lire ça, je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'est intéressant. Je le dépose à côté, comme ça. Je m'en vais sur une autre pile. Je prends un autre document. Je pensais que je l'avais perdu, je suis assez content, je l'ai retrouvé. Je le dépose par-dessus le premier. Ça faisait 10 minutes, j'avais une pelle épaisse comme ça, rien dans les boîtes de papier recyclé, rien dans les sacs verts. Là, je me suis dit, j'ai un problème. Quand on a le goût d'accélérer, c'est le moment où jamais où on doit s'arrêter. 1 minute! Je rêve du jour sur cette planète
Nous allons nous arrêter 1 minute par heure. On est là devant l'ordinateur. Les courriels entrent. Bidding, bidding, le hamster part. Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? On s'arrête, on retire sa chaise, on débranche la roue, on place attention sur le souffle. On fait réapparaître la créativité. On devient beaucoup plus efficace quand on retourne devant l'ordinateur parce que le hamster, c'est un blocage à la créativité. Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? Qu'est-ce qu'il y a de solution? Où sont les solutions dans cette phrase-là? Zéro solution. Quelle est la question? Quelles sont les réponses possibles? Est-ce que je peux aller chercher de l'aide? Bang, bang, bang. Là, je retrouve le sens. Je reconnais qu'est-ce que je fais. Je peux éprouver du plaisir à trouver des réponses parce que je peux utiliser mon potentiel, mes capacités, mes ressources. Et pas ça, il faut que j'aille faire un temps d'arrêt. C'est fondamental. Devant la pièce, je me suis arrêté. Je me suis dit, d'où vient cette fichue fatigue? Ça fait 2 semaines que je suis en vacances. Et là, j'ai eu une réponse qui a changé ma vie. J'ai découvert que si j'éprouvais autant de fatigue devant la pièce, c'est que j'étais confronté à mes limites, à mon humanitude. Et voici pourquoi. J'ai découvert que si j'avais conservé tout ce qu'il y avait là, c'est que j'avais entretenu l'illusion que je serais en mesure de tout lire ce qu'il y avait là, ou de tout utiliser ce qu'il y avait là. Et là, je me suis dit, mais la seule personne qui serait capable de tout lire ce qu'il y a là, ou de tout utiliser ce qu'il y a là, ce serait une personne immortelle. Elle pourrait se dire, c'est pas grave si je ne le lis pas tout de suite. Je le lirai dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans. J'ai constaté que j'étais confronté au temps que j'ai à ma disposition sur cette planète. Que même si je vivais 100 ans, ça ne suffirait pas pour me permettre de tout lire ce qu'il y avait là, compte tenu de tout ce que j'ajouterais d'ici à ce que j'ai 100 ans. Impossible! Et là, j'ai découvert l'importance d'apprivoiser mes limites, mon humanitude. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, ce n'est jamais arrivé que nous ayons à ce point été sollicités par des choses intéressantes. Jamais! Quand j'étais enfant, à Québec, il y avait 3 chaînes de télévision. Aujourd'hui, avec le câble, minimum 40. J'ai un ami, il a une soucoupe sur son toit, il y en a 300. Il m'a dit que bientôt, il y en aurait 1200. 1200 chaînes de télévision. Il m'a dit qu'un soir, pour le plaisir, il s'est assis devant son téléviseur avec sa télécommande. Chez nous, on dit il a pitonné les 300 chaînes en arrêtant juste assez longtemps pour savoir ce qui était programmé. S'il y avait des publicités, il attendait que ça passe. Ça, il a pris 1h30. Il n'avait pas regardé un seul programme. Sur 300, il aurait pu en rencontrer au moins 10 intéressants. Il y a encore un problème. Il ne peut pas les voir les 10 en même temps, mais il est aujourd'hui capable de faire quelque chose que j'étais incapable de faire quand j'étais enfant. Il est capable d'en enregistrer 3 pendant qu'il en regarde un 4e. Il y a une femme qui m'a dit, mais c'est tellement vrai, monsieur, j'ai à la maison des boîtes remplies des cassettes des émissions que j'ai enregistrées pour le jour où j'aurai le temps de les regarder. J'ai dit, madame, oubliez ça, les cassettes, ça fait longtemps que c'est dépassé. Au début de la guerre en Afghanistan, tous les soirs, après le repas du soir, à 19h chez nous, il y avait une émission à une chaîne qui s'appelle RDI, Réseau d'information. Ça s'appelait Bulletin de guerre, quand la guerre en Afghanistan a commencé. Il y avait un gars qui s'appelle Pierre Maisonneuve, un animateur extraordinaire qui animait cette émission. Je regardais ça tous les soirs. Un soir, je suis devant l'écran de télévision, puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? En haut à droite, il y a Maisonneuve qui interviewe 3 experts. Je suis ça, ça demande toute mon attention. De l'autre côté de l'écran, il y a des images de l'Afghanistan. En bas, il y a les nouvelles de la journée qui défilent. Dans un coin, il y a un petit carreau avec le dollar, la bourse, l'or, etc. Là, je me disais, comment est-ce que neurologiquement, je peux être capable de tout attraper ça, là, moi, là? Il faut être 2. Hein? Il y en a un qui lit, puis l'autre qui écoute. Après, si on a le temps, on peut s'en parler. Et je n'ai pas encore parlé d'Internet. 24 heures sur 24, on peut aller dans des sites intéressants, les grandes bibliothèques du monde, les grands musées du monde. Attention, je suis très heureux d'être né à cette époque où je suis à ce point sollicité par des choses intéressantes. Mais j'ai découvert qu'il y a un piège qui nous guettait terrible, collectivement, individuellement et collectivement. Nous sommes piégés par notre génie. Nous avons fait exploser les limites dans l'environnement. Nous sommes passés de 3 chaînes à bientôt 1200. Et nous sommes tombés dans le piège de croire que nous avions fait exploser les limites à l'intérieur de nous. On a encore juste 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds. Ça prend le même temps lire un livre. Ça prend le même temps regarder un film. Ça prend le même temps écouter une autre personne. Une des plus grandes sources de stress, de fatigue et d'épuisement qu'on rencontre actuellement dans cette société, c'est la suivante. Nous voulons tout faire, tout voir, tout savoir, tout avoir, tout être, tout de suite, tout le temps, tout en même temps. On ne reconnaît plus notre humanitude. Et notre ego se sent piégé d'ailleurs. De quoi je vais avoir l'air si je ne sais pas ça, si je ne suis pas au courant de la dernière, blablabla. Bla, 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 bla. Il y a un pays qui s'appelle la Malaisie. On s'y nourrissait autrefois de viande de singe.
on avait trouvé une manière extraordinaire pour les capturer. On prenait une noix de coco, on coupait la partie supérieure de la noix de coco, on vidait le lait, on déposait des grains de riz dans le fond de la noix de coco et on attachait une ficelle chaque côté et on suspendait la noix de coco après les branches d'arbres et des piquets de clôture. Les singes accouraient, ils voulaient avoir leur riz. Là où c'était subtil, c'est que l'ouverture de la noix de coco était juste assez grande pour laisser pénétrer une main dans cette position-là. Les singes découvraient ça, ils entraient la main dans la noix de coco, mais là, s'ils voulaient avoir le riz, ils n'avaient pas le choix. Fait qu'ils ouvrent la main et là, ils saisissaient le riz. Mais un coup qu'ils avaient le riz dans la main, ils étaient incapables de sortir. Et là, il se passait quelque chose de fascinant. Ils s'énervaient, ils se fâchaient, ils criaient. Ils restaient là des heures de temps à tirer. Je me dis, s'il y avait eu un cerveau humain, on aurait entendu quelque chose du genre « ça va finir par sortir ». Tout ce qu'ils auraient eu à faire pour sauver leur vie, c'est de lâcher le riz. C'est une phrase que je prononce personnellement plusieurs fois par jour. « Serge, lâche le riz ». C'est pas difficile choisir entre une chose ennuyante et une chose intéressante. Ce qui est difficile, c'est de choisir entre une multitude de choses intéressantes. C'est ça qui est difficile. Parce qu'à chaque fois, on rencontre notre humanitude. À chaque fois, on constate qu'on ne peut pas tout faire, tout avoir, tout savoir. On a des deuils à faire. Et un deuil, pour que ça fonctionne, il faut que ça se fasse dans la vérité. C'est fondamental. Alors, je suis entré dans la pièce. Il ne faut pas commencer à se faire croire des choses, là. J'ai pris un document. Ne me croyez pas. Faites-le. J'ai prononcé dans ma tête, « Serge, lâche le riz. » Et là, j'ai parlé au document. J'ai dit, « Ce document, tu es certainement très intéressant. Et je ne te lirai pas. » Bang! J'en ai pris un deuxième pour pas qu'il soit jaloux du premier. « Document, tu es certainement très intéressant toi aussi. Et je ne te lirai pas, toi non plus. » Bang! À un moment donné, on prend le tour. Et ça swing, la pile au complet. Quand on fait ça, on se rend un grand service. On apprivoise son humanitude. Mais surtout, s'il vous plaît, retenez ceci, on touche à quelque chose d'extrêmement précieux. On touche au contentement. Contentement égale repos. Absence de contentement égale fatigue. Vous avez travaillé très fort au cours d'une journée, mais vous êtes parvenu à faire tout ce que vous aviez prévu. Vous allez éprouver de la fatigue, c'est normal. Mais elle n'aura jamais la même lourdeur que celle que vous allez ressentir si vous avez travaillé aussi fort et que vous n'êtes pas parvenu à faire le tiers de ce que vous aviez prévu. N'est-ce pas? Elle est où la différence? Dans le contentement. Comment peut-on toucher au contentement? Deux pistes. La première, en achevant quelque chose. Mais pour pouvoir achever quelque chose, il faut choisir ce qu'on va achever. Et pour choisir ce qu'on va achever, bien, il faut laisser aller du riz. Parce que peut-être qu'on ne sera pas capable de tout faire, de tout savoir, de tout avoir, blablabla. Bla, bla, bla. Lâche le riz. Ça, je le termine. Contentement, repos, meilleure soirée, meilleure nuit. Deuxième manière de toucher au contentement, en plaçant son attention, toujours les mêmes trois mots, sur ce qu'on est parvenu à achever. Tout le monde ici, tous les jours, j'en suis sûr, vous accomplissez des quantités phénoménales de choses. Mais le soir, quand vous faites le cadavre, ce qui monte dans votre tête, c'est la chose que vous n'avez pas réussi à faire. Pourquoi? Parce que le cerveau privilégie de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Il faut défaire ça. Moi, quand je fais le cadavre le soir, là, ça fait « Oh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je n'ai pas arrêté de la journée, ça m'a sorti par les oreilles, j'en avais par-dessus la tête. » Il y a une phrase très populaire au Québec qui est « J'avais de la broue dans le toupette. » Avoir de la broue dans le toupette, ça veut dire de l'écume dans la chevelure, là, tellement on a... ça a eu de la vapeur à l'intérieur du cerveau. Alors, je n'ai pas arrêté de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, je réponds volontairement à cette question-là. Je place mon attention sur ce que j'ai fait. J'ai fait ceci, check, 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 check. Croyez-le ou non, à chaque fois que je fais ça, il y a un contentement qui me remplit. Il y a un repos qui apparaît. Je passe une meilleure nuit. J'ai l'énergie le lendemain. J'ai passé 2 jours dans la pièce. J'ai conservé des documents. J'ai trouvé pertinents, je les ai mis dans un classeur. Ça fait 12 ans que je ne les ai jamais revus. Ça aussi, c'est intéressant quand même. Hein? Le premier matin, j'éprouvais une fatigue extrême. À la fin de la deuxième journée, j'avais terminé. Pardonnez-moi l'expression, c'est très québécois aussi. Je pétais le feu. D'où me venait cette énergie? Du contentement. J'avais achevé quelque chose. C'est fondamental dans l'espace de travail pour renouer avec le plaisir et le sens. Mais pour faire ça, il faut s'arrêter. Là, je vais me faire beaucoup plaisir.
Il y en a qui m'ont déjà entendu parler de ça aussi, mais il faut que je parle de ça à chaque endroit où je vais. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à nous arrêter? Pourquoi? Bien, je crois que c'est parce que nous sommes en train de vivre une mutation. On mute! Et ce n'est pas des cônes qui poussent. Ce ne sont pas des écailles qui apparaissent. C'est le rapport au temps, T-E-M-P-S, et par le fait même aux autres qui est en train de se modifier, à cause, entre autres choses, de l'arrivée des nouvelles technologies dans nos vies. Et je ne suis pas en train de prêcher un retour en arrière, j'y crois aux nouvelles technologies. Je l'ai, mon téléphone cellulaire. Je l'ai, mon ordinateur portable. Le copain dont j'ai parlé au début de la conférence, qui avait un aquarium à l'eau salée, c'était un pédiatre. Il a fortement contribué à l'installation de la télémédecine au Québec. La télémédecine, ce ne sont pas des écrans dans les salles d'urgence, ça, là. La télémédecine, ce sont des écrans grâce auxquels on est capable de faire des interventions chirurgicales à distance. Les enfants au Québec, on n'a plus besoin de transporter des régions vers les grands centres. Grâce à des écrans, on est capable de les opérer, c'est extraordinaire. Donc, j'y crois à la nouvelle technologie. Mais il faut développer une nouvelle forme de vigilance, une nouvelle forme de conscience pour qu'elle soit à notre service et qu'on ne soit pas à son service. Ça fait une énorme différence. Et j'ai appris ça d'une dame un jour que j'ai soignée, merci à elle. Beaucoup de personnes qui m'ont appris plein de choses, des personnes que j'ai soignées. Elle disait ceci: « Monsieur, depuis que nous avons un fax dans notre organisation, en passant un fax, un télécopieur, c'est presque devenu un objet de musée, hein? Si vous en avez un, gardez-le précieusement. Il va valoir cher. » Elle disait, depuis qu'on a un fax dans notre organisation, monsieur, il y a deux nouveaux phénomènes. Elle disait, premier phénomène, on dirait que quand quelqu'un m'envoie un document par fax, il a l'impression qu'en l'entrant dans l'appareil, il l'entre directement dans mon cerveau. Il me téléphone. « L'as-tu reçu? L'as-tu lu? » Elle dit, ça, c'est une nouvelle exigence. Elle dit, je n'avais pas à répondre à cette exigence-là il y a quelques années. Elle dit, que faisait-on quand on n'avait pas de fax? Écoutez bien son analyse, elle est magnifique. Elle disait, on prenait un document, on glissait dans une enveloppe et on mettait un thème dessus. Elle disait, ce petit geste, monsieur, conditionnait notre rapport au temps et aux autres. Elle disait, parce qu'on estimait que ça prenait 2 à 3 jours à se rendre à destination, on donnait aux personnes auxquelles c'était destiné 1 à 2 journées pour qu'elles en prennent connaissance. Elle disait, aujourd'hui, on entre le document dans l'appareil, on téléphone. L'as-tu reçu? L'as-tu lu? Elle dit, on vient de comprimer notre rapport au temps. On vient d'un seul coup d'augmenter les exigences sur soi-même. On le veut tout de suite. Et sur l'autre personne, on veut sa réponse tout de suite. Et on vient de jouer dans le rapport entre nous. On vient de jouer dans le soutien, dans l'entraide, dans la reconnaissance mutuelle. Elle disait, deuxième phénomène, monsieur, j'ai développé un nouveau réflexe. Ça, un nouveau réflexe, c'est une mutation, là. Elle disait, à chaque fois que je reçois un document par fax, je me dépêche à le lire. Je me dis, si on prit la peine de me l'envoyer par fax, ça doit être parce que c'est urgent. Je l'écoutais parler, j'étais rempli de honte. Je me disais, mais c'est de moi dont elle parle. Assez que quand elle est sortie, j'ai failli lui demander combien je devais pour la consultation. Mais là, je me suis dit, à partir de demain, ça va changer. À partir de demain matin, je reprends mon pouvoir sur ma vie. Je réharmonise mon rapport au temps et aux autres. Pas avec de la pensée magique, avec des gestes concrets. Passage à l'action, posé chaque jour. La première chose que j'ai décidé de faire il y a une quinzaine d'années, tout mon environnement disait, Serge, tu n'es pas sérieux, tu ne feras pas ça, tu es malade. Je disais, oui, je vais le faire. Je vais reprendre mon pouvoir sur ma vie. Je vais réharmoniser mon rapport au temps et aux autres. La première chose que j'ai décidé de faire il y a une quinzaine d'années, c'est de faire un effort particulier pour arrêter sur les feux oranges. Chez nous, on dit les lumières jaunes. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, qu'il faut toujours vérifier dans son rétroviseur pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un trop proche en arrière. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur le comportement humain, surtout sur le langage non-verbal. Mais je m'étais dit, je vais traîner un livre avec moi. Et ça, c'est une mutation. J'étais rendu au stade où je voulais rentabiliser les feux rouges. Je m'étais dit, chaque fois que je vais arrêter sur un feu orange, je vais prendre le livre, je vais l'ouvrir, je vais lire 2 paragraphes. À la fin de l'année, j'aurai lu un livre au complet. Je n'ai jamais eu le temps de prendre le livre, de l'ouvrir, de trouver où j'étais rendu. Ça klaxonnait en arrière. Je me suis dit, mais voyons donc, je pensais que c'était plus long que ça, un feu rouge. J'ai décidé de faire un projet de recherche. J'ai la chance d'avoir sur ma montre un chronomètre. Je me dis, ça ne sera pas compliqué. Chaque fois que je vais arrêter au feu orange, je vais appuyer sur le bouton, il va partir. Quand ça va devenir vert, je vais appuyer sur le bouton, il va arrêter. Quand j'aurai le temps, je ferai la lecture. Je me suis mis à avoir du plaisir à faire ça. J'en ai fait des centaines. Je le fais encore de temps à autre aujourd'hui. Et il y a 2 mots qui surgissent dans ma tête instantanément. Vigilance, conscience.
J'ai eu un choc profond. J'ai découvert qu'en moyenne, un feu rouge, je le sais, il y en a qui durent plus longtemps, mais il y en a qui durent moins longtemps. J'ai découvert qu'en moyenne, ça durait 30 secondes. Je me suis dit, mais c'est fascinant, parce que toutes les personnes qui m'ont envoyé des signaux non-verbaux, là, il faut quand même se placer dans un état particulier pour envoyer des signaux non-verbaux. Pour sauver 30 secondes, s'organisent pour les perdre à la fin de leur vie. Parce que ça use, un état comme ça use. Et là, je me suis mis à observer ça à d'innombrables endroits. Si vous ne faisiez que ça à partir d'aujourd'hui, je vous le garantis, signez en bas de la page, en 3 copies, votre monde changerait. Et peut-être que notre monde changerait. J'arrive dans un building, 22 étages, au centre-ville de Montréal. Je suis au rez-de-chaussée. Je viens d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. La petite lumière est allumée, une flèche verte. Je recule, il arrive une autre personne, elle fonce sur le bouton comme ça. Là, j'ai fait, voyons donc, je ne savais pas que ça faisait descendre les ascenseurs plus vite. Puis là, je me suis dit, imaginons un instant que ça ferait descendre les ascenseurs plus vite, ce qui arriverait aux personnes qui seraient déjà dans l'ascenseur. Ça, c'est le culte contemporain du moi. Moi. On ne pense pas une seconde, vigilance, conscience, que si ce geste fonctionnait, on ferait s'écraser un paquet de monde dans le fond du plancher. J'ai parlé de ça dans une conférence. À la fin, il y a un monsieur qui m'a attendu à la porte. Il s'est assuré que tout le monde était sorti. Je suis sûr qu'il ne voulait pas que personne l'entende. La menace à l'ego, hein, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Il m'a dit, monsieur, je me suis tellement reconnu dans vos propos, là. Ce matin même, ce qui me stressait, c'était mon grille-pain. Et je le trouvais tellement lent, là. J'ai fait swinguer les toasts comme ça. Mais là, j'étais obligé de les manger pâles. Ils disaient, avez-vous un truc? J'ai dit, il est urgent de vous mettre aux céréales, monsieur. Mon père avait 74 ans. Après un souper de famille, il était debout devant le four micro-ondes, il tapait du pied comme ça. Qu'est-ce qui est lent, ce micro-ondes-là? Il est en train de se faire bouillir de l'eau pour se faire une tisane, pour relaxer. J'ai dit, regarde, papa, on va s'asseoir tous les deux devant le micro-ondes, on va calmer nos hamsters. Et je suis certain que ton micro-ondes est plus rapide que le mien. J'ai dit, papa, on ne fera quand même pas une course de micro-ondes, là. Je dépense une seconde, seulement une seconde à ce que tu viens de dire. Vigilance, conscience. Qu'est-ce qui est lent, ce micro-ondes-là? Il dit, ça n'a aucun sens. Hein? J'ai dit, bingo, tu viens de reprendre du pouvoir sur ta vie. Il y a une femme qui m'a dit, c'est tellement vrai, monsieur, quand je reçois un document par fax, je tire sur la feuille, comprenez-vous? Le pire, c'est que ça modifie les rapports que nous avons les uns et les unes avec les autres. Et c'est ça qui est grave. Vous êtes au supermarché avec vos petites poussettes, vous attendez dans la rangée à la caisse, votre tour arrive. C'est le moment où quelqu'un ouvre son porte-monnaie commence à compter ses pièces. C'est le moment où il y a quelqu'un qui vient changer le rouleau dans le machin, etc. Et là, ça part le hamster. Comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive? Vous êtes devant le distributeur automatique, ça va plus vite dans la rangée d'à côté, vous changez. C'est là que ça jamme, comme on dit chez nous. C'est là que ça arrête. Comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive? Ça donne rien. Ça use et ça modifie le rapport à l'autre. J'ai parlé ça dans un centre hospitalier. Pour moi, il y a 2 endroits où les hamsters devraient être au repos. Ce sont les centres hospitaliers et les écoles. Il y a 2 endroits au Québec où les hamsters ont des cuisses comme ça. Ce sont malheureusement les hôpitaux et les écoles. Alors, j'avais parlé ça dans un centre hospitalier. Je retourne la semaine d'après. Il y a une dame qui m'arrête dans le corridor comme ça. Elle dit, j'ai pensé à vous cette semaine. Ça me fait toujours plaisir. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, monsieur, j'étais au supermarché avec ma petite poussette. À un moment donné, j'ai regardé la caissière et j'ai fait, ah non, je suis coincé avec la nouvelle. Vous savez, celle qui est écrite en formation. Là. Mais là, je ne vous ai pas cru. J'ai fait ce que vous aviez dit. Dans ma tête, ça a fait vigilance, conscience. J'ai placé mon attention sur ma respiration, j'ai compté jusqu'à 5. Dans la rangée au supermarché, là. Puis là, j'ai ouvert une fenêtre de lucidité dans laquelle j'ai placé les 2 petites questions que vous aviez suggérées. 1. À qui je fais mal, là? La seule personne à qui je suis en train de faire mal, c'est à moi. Et pas seulement psychiquement mal, biologiquement mal. Je déclenche une tempête biologique dans mon corps. Rythme cardiaque, tension artérielle, cholestérol sanguin. Et 2e question, je l'emprunte à un auteur dont le prénom est Écart et son nom de famille Tollé, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris ce qu'il y a dans le livre, mais cette question est extraordinaire. Je me la pose plusieurs fois par jour. Ne me croyez pas, utilisez-la. C'est une des questions les plus profondes que j'ai jamais entendues de ma vie, sérieusement. Et c'est la question suivante. Ai-je un problème en ce moment? La partie importante de la question, c'est en ce moment. Je suis devant l'ascenseur, là. Ai-je un problème
en ce moment. Je suis devant la caissière nouvelle, là. Hey, j'ai un problème en ce moment. Mais là, elle m'a dit, je me suis penché vers le comptoir, j'ai commencé à lire un magazine avec un article qui me passionnait. Elle a dit, tout à coup, j'ai entendu, madame, c'est votre tour. Elle a dit, je n'étais pas déjà. J'ai été obligé d'acheter le magazine. Elle a dit, je vais vous avouer quelque chose. Au début, là, je disais bien autre chose qu'en non, je suis coincé avec la nouvelle. Elle, je me disais, veux-tu me dire d'où elle sort, elle? Expression très québécoise. Comment ça se fait qu'elle a les mains pleines de pouces comme ça? C'est très québécois. Comment ça se fait qu'il engage des personnes comme ça? Elle dit, plus je prononçais ces phrases-là, plus je devenais tendu. Elle dit, à partir du moment où j'ai fait « à qui je fais mal? Là, j'ai un problème en ce moment. » J'ai modifié mon état. Et quand je suis arrivé à la caisse, j'ai pu observer les efforts qu'elle faisait pour apprendre ce qu'elle était en train d'apprendre. Plus que ça, j'ai pu lui en parler, lui offrir de la reconnaissance. Ça contribue grandement au sens et au plaisir au travail. Madame, ça n'a pas l'air facile pour vous ce matin. Je vous félicite pour les efforts que vous faites. Elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit, vous êtes la première personne qui me parlait comme ça, vous, aujourd'hui. Vous venez de faire une différence dans ma journée. Ça, j'applique ça volontairement, constamment dans ma vie. Une journée, j'ai fait une conférence dans une école à Joliette. C'est une demi-heure de Montréal, là où j'habite, une demi-heure de voiture. J'ai passé toute la journée à parler. À la fin de la journée, après avoir enseigné toute la journée, avant de partir, je vais aux toilettes. Et il y a un homme qui est en train de faire le ménage. Il termine. Tout est étincelant, tout est propre. Alors, je m'approche de lui et je lui dis, « Monsieur, merci pour ce que vous faites. » Il me regarde comme si j'étais un extraterrestre. Il dit, « Pourquoi vous me dites ça? » Parce que je suis fatigué. Et je viens d'entrer ici, là, dans cette salle. Elle est propre, ça sent bon et ça contribue à mon bien-être. C'est vous, ça, qui contribuez à mon bien-être. Vous venez d'apaiser une partie de ma fatigue. Il s'est mis à pleurer comme un enfant. Ça, c'est la reconnaissance. Ça redonnait un sens à son travail. Pourquoi? Parce qu'il venait de sortir de la routine, de l'habitude. Quand on reconnaît le travail de l'autre, ça permet à la personne de sortir de ce piège-là, l'habitude, la routine, et de renouer avec le sens. Ça va? Avez-vous encore un peu de temps? 15 minutes peut-être? Moi, je terminerai là-dessus. Ça va, Flore? 15 minutes? Pour maintenir une cohérence entre les valeurs et les gestes, donc du sens, il existe une grille qui nous a été donnée par un homme qui s'appelle Stephen Covey, qui a écrit un livre qui s'appelle « Priorité ou priorité ». Nous avons parfois de la difficulté à faire des choix parce qu'on veut tout faire. Comment faire un choix qui va avoir un sens? Bien, il faut qu'il soit en cohérence avec nos valeurs. Covey nous propose une grille avec 4 valeurs universelles. Et il nous dit, quand on est dans l'une ou l'autre de ces valeurs ou de ces pistes, on peut être certain ou certaine que notre vie va valoir la peine d'être vécue et qu'on ne perdra pas notre temps. Première piste, quand on est là-dedans, on peut être certain qu'on ne perd jamais son temps et que la vie vaut la peine d'être vécue. Covey l'appelle vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le temps que je prends volontairement chaque jour pour boire, manger, dormir, m'occuper de ma santé, monter un escalier, prendre une marche, faire un peu d'activité physique. Il m'arrive souvent de prendre le métro à Montréal le matin, à l'heure de pointe, et je m'arrête devant les escaliers. Parce que devant l'escalier mécanique, il y a toujours une grande file d'attente, il y a un bouchon. Devant l'escalier normal, il n'y a personne. Moi, je dis aux gens, quand vous montez l'escalier le matin, là, vous lubrifiez vos articulations. Vous nourrissez vos muscles en oxygène, votre cerveau. Vous allez avoir gardé plus de souplesse pour le reste de votre vie, de flexibilité. C'est extrêmement important. Vivre, je vous amène ailleurs. Moi, je viens d'une famille modeste. Mon père, quand j'étais enfant, avait décidé de faire une dépense folle. Il avait décidé que ses enfants auraient le droit de goûter eux aussi à du homard. Alors, il a acheté des homards. Il a déposé ça dans le centre de la table. Il a dit, les enfants, j'aimerais que vous goûtiez à ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris une petite pince de homard, j'ai commencé à mâchouiller ça. J'ai trouvé ça tellement exquis. Je me suis mis à compter le nombre de homards qu'il y avait dans le plateau. Je me suis rendu compte qu'il y en avait un de plus que le nombre de personnes autour de la table. Mon hamster est parti à courir. C'est moi qui vais l'avoir! Je me suis dépêché à manger mon homard à toute vitesse. Je l'ai mangé tellement vite que je me suis mis à me sentir tout mal. Non seulement je n'avais plus le goût d'avoir celui qui restait, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas savouré celui qui était déjà dans mon estomac. C'est devenu une leçon de vie. Je suis très sérieux. Il y a une question que je me pose presque à chaque repas. Ne me croyez pas, faites-le. Et c'est la question suivante.
Combien de repas savoure-t-on vraiment au cours d'une existence? Quelqu'un m'a déjà dit 2 par semaine, monsieur. Le vendredi soir et le samedi soir. Je trouve ça tragique. Ça ne dépend que d'une chose. Ça ne dépend que de l'endroit où je place mon attention. Je suis en train de manger. J'ai même une gorgée de vin dans la bouche, etc. Et ça part, le hamster. J'ai oublié de faire ça hier. Je passe à côté. Ça ne reviendra pas. C'est un merveilleux exercice. Deuxième piste. Quand on est là-dedans, on peut être certain qu'on ne perd jamais son temps, que la vie vaut la peine d'être vécue. Aimer, bien sûr. A-I-M-E-R. Moi, je me demande combien de parents, quand ils sont avec leurs enfants, sont vraiment avec leurs enfants, plutôt que d'être dans leur hamster. Quelqu'un m'a déjà dit, c'est pas un hamster que j'ai dans la tête, moi, monsieur, c'est une marmotte, comprenez-vous? Le mot « aimer » est un mot qu'on devrait appliquer bien davantage à l'espace de travail. Étrange, n'est-ce pas? Quand on fait des enquêtes dans le milieu de travail et qu'on demande aux gens quelles sont vos plus grandes sources de plaisir dans le travail, une des réponses qui revient toujours parmi les premières, ce sont les relations interpersonnelles. Et quand on demande aux gens quelles sont vos plus grandes sources de souffrance dans votre travail, une des réponses qui revient habituellement parmi les premières, ce sont les relations interpersonnelles, les conflits. Il faut donner un temps de qualité aux relations qui sont précieuses pour nous dans l'espace de travail. 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour, 20 ans, 25 ans, 30 ans, il faut que ça vaille la peine d'être vécu. Il y a une phrase que j'entends de plus en plus souvent qui me jette par terre, c'est la phrase suivante, « Il me reste 18 ans avant ma retraite ». Quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre un discours carcéral. Ce sont les prisonniers qui tiennent un discours comme ça. Imagine dans quel état on place son cerveau le matin quand on s'en va travailler. Il me reste pour 18 ans avant ma retraite. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est ceci. On arrive à la maison le soir, on entre. Il me reste 18 ans avant ma retraite. Et là, le conjoint et la conjointe de dire, il m'en reste juste 15, moi. Qu'est-ce que les enfants entendent? Il m'en reste 40, moi! Ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de décrochage scolaire, si jour après jour, ce dont les enfants entendent parler, c'est le nombre d'années qui restent à leurs parents avant de sortir d'un milieu dans lequel ils ne sont pas encore rentrés. Est-ce que ça va leur donner le goût d'y aller? Nous, on fait bien attention devant notre fille. On ne met ni des lunettes roses, ni des lunettes noires. On met des lunettes transparentes. On lui parle des difficultés qu'on rencontre dans le travail. On ne lui cache pas la vérité. Et pourquoi on lui en parle? Parce qu'on veut lui montrer tout de suite que nous croyons qu'elle a en elle la capacité de passer au travers. Et comment on lui montre ça? On lui dit, ma chouette, quand tu vivras des difficultés dans le travail, il faut que tu danses entre 2 espaces. Le premier espace, le plus tôt possible, il faut que tu places ton attention sur l'inventaire des pistes d'action, que tu passes à l'action. Et après être passé à l'action, seulement après être passé à l'action, on lui dit, chaque mot qu'on va prononcer est important. Tu devras te rendre compte que pour le moment, tu es devant une situation, si ça n'a pas fonctionné, que tu ne peux pas changer. Et aller dans le deuxième espace, et là, vous allez très bien comprendre le geste, lâcher prise. À notre époque, on confond 2 choses. On confond abandonner et lâcher prise. Abandonner, c'est avant d'avoir essayé. Lâcher prise, c'est quand on a tout essayé. C'est la grande différence. Lâcher prise, ça découle d'un constat. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Eh bien, pour le moment, je suis devant une situation que je ne peux pas changer. Paf! Débranche la roue du hamster. Et on dit à notre fille qu'elle va pouvoir aimer des personnes dans l'espace de travail. Avez-vous constaté qu'on passe plus de temps éveillé avec les personnes avec lesquelles on travaille qu'avec les personnes avec lesquelles on vit? C'est bien évident qu'on va pouvoir aimer les personnes dans cet espace-là. Troisième piste. Quand on est là-dedans, on peut être certain qu'on ne perd jamais son temps et que la vie vaut la peine d'être vécue. Tout le monde ici, vous faites ça tous les jours. Transmettre. Transmettre. Je ne suis pas en train de parler d'une maladie. J'ai un ami qui revenait du Sud en hiver, puis il m'a dit qu'à la douane, on lui avait demandé s'il ramenait quelque chose. Et j'ai répondu, j'espère que non. C'est pas transmettre dans ce sens-là. C'est transmettre dans le sens où on a le sentiment profond que ce que l'on fait, ça sert à quelque chose, que c'est utile à quelqu'un d'autre que nous, que c'est plus grand que nous, plus vaste que nous. Tout le monde ici, tous les jours, vous faites quelque chose d'utile pour quelqu'un d'autre que vous, de plus grand que vous, de plus vaste que vous. Mais malheureusement, on perd ça de vue à cause d'un piège terrible. Le piège de la routine, de l'habitude, de l'usure. On va s'amuser doucement en terminant. 2 personnes se rencontrent, deviennent amoureuses l'une de l'autre. Vous savez cette étape où tout est merveilleux? À chaque fois, j'ai toujours envie de dire, vous en souvenez-vous? Mais vous savez cette étape où on regarde l'autre et tout est beau? Les yeux, le nez, la bouche, tout est beau.
Les oreilles sont un petit peu décollées, c'est pas grave. Ça donne un genre, ça va bien avec le reste. Il y a une étape comme ça. Notre fille est en amour, est amoureuse pour la première fois il y a plusieurs années. J'allais souvent la reconduire avec son copain, je faisais le taxi. Hein. Un soir, je les regardais dans le rétroviseur, je regardais notre fille regarder son copain. Là. Dans ses yeux, il était parfait. Moi, je regardais le copain, je n'avais pas du tout la même perception, comprenez-vous? Il y a une étape comme ça. Sauf qu'un piège, l'habitude, la routine, l'usure, 10 ans plus tard, les oreilles. Comment ça se fait que je n'avais pas vu ça avant? J'ai vu un humoriste américain à la télévision, j'ai trouvé tellement extraordinaire. Il disait, moi, mon chien, il est complètement fou. Il disait, il est complètement fou, mon chien. Ça fait 13 ans que tous les soirs, j'arrive à la maison. Eh bien, depuis 13 ans, tous les soirs, j'ouvre la porte, il part du fond de la cuisine, il se met à courir dans le corridor, il glisse sur le terrazzo, il me saute dessus, il me lèche partout. Il dit, il est complètement fou. Ça fait 13 ans qu'il fait ça tous les soirs. Il disait, imaginez un instant que votre conjoint ou votre conjointe partait du fond de la cuisine et se mettait à courir dans le corridor. Vous diriez, ça va pas? C'est fascinant, on trouve ça normal d'un chien et on trouverait ça anormal d'un être humain. J'ai parlé de ça dans une conférence à Québec. 230 km toujours de la ville où j'habite. J'y retourne 4 semaines plus tard. Je suis dans un centre commercial, face à face avec une femme qui fait « Vous, j'ai quelque chose à vous dire. » Elle dit, vous savez, votre histoire d'humoriste américain, là? Ben, les 10 soirs qui ont suivi votre conférence, monsieur, j'ai décidé que je partais du fond de la cuisine et que je courais dans le corridor pour accueillir mon mari. Ben, elle dit, il m'a acheté un chien, vous savez. Ça, c'est vraiment l'usure au maximum. Mais le pire, c'est que c'est une histoire vraie. Pourtant, si je veux demeurer en contact avec le fait que je suis en train de transmettre, ça ne dépend que d'une chose. Ça ne dépend que de l'endroit où je place mon attention. J'ai parlé de ça dans un EHPAD. Je suis allé dans un EHPAD la semaine dernière. Nous, on appelle ça Centre hospitalier de soins de longue durée pour des personnes dépendantes, là, neurologiquement. J'ai parlé de ça là-bas. Il y a une dame qui est venue me voir après qui m'a dit, « Il faut que vous sachiez ceci. » Elle dit, « Moi, ma mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. » Elle dit, « J'étais à son chevet en train de lire un livre. La porte de la chambre ouvre, un homme entre, habillé tout en blanc, un soignant. Je ne le connais pas. Je lui demande, « Monsieur, qui êtes-vous? » Elle dit, me répond, « Moi, madame, je suis un laveur de derrière. » Ah, elle dit, « Monsieur, c'est étrange, nous faisons le même métier. » Elle dit, « Moi, je suis aide-soignante. » Elle dit, « J'aurais un petit service à vous demander. Le derrière que vous allez laver, là, c'est le derrière de ma mère. J'aimerais que vous le laviez comme si c'était le derrière de votre mère. » En une fraction de seconde, il s'est transformé. Il a commencé à réhabiter ses gestes. Il est sorti de l'habitude, de la routine, de l'usure. Il a retrouvé le sens de son travail en étant présent. Il y en a un autre qui est venu me voir tout de suite après, qui m'a dit, « Monsieur, c'est tellement vrai, je suis aide-soignant et j'aime tellement mon métier parce que j'essaie de découvrir les différences entre chaque dos que je lave. » Présent, complètement présent. Toute son attention dans ce qui fait sens à son travail. Sortir de l'habitude, de la routine, de l'usure. Ça permet de renouer avec transmettre. Quatrième piste, quand on est là-dedans, on perd certain qu'on ne perd jamais son temps, que la vie vaut la peine d'être vécue. Apprendre, bien sûr. Le milieu de travail est un endroit extraordinaire pour apprendre une quantité phénoménale de choses. Mais cette grille, vivre, aimer, transmettre, apprendre, pour nous aider à faire des choix, quand on en a par-dessus la tête, que ça sort par les oreilles, ça doit être accompagné d'une question. Et c'est la question suivante. Mais il faut s'arrêter pour se la poser. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Et je termine par un exemple très simple. Un dimanche matin, il y a plusieurs années, au mois de février, j'avais décidé que je donnais la touche finale à une conférence que j'allais donner pour la première fois le jeudi suivant. J'étais très stressé parce que l'écart était trop grand entre la perception que j'avais de la demande qui m'était faite, la conférence, et la perception que j'avais des moyens à ma disposition pour y répondre. Je ne me sentais pas assez prêt. Je viens de vous donner une définition du stress. Le stress, c'est une réaction provoquée par le rapport entre deux perceptions. C'est merveilleux parce qu'une perception, on a toujours du pouvoir dessus. Dans la mesure où on prend un temps d'arrêt, quelques secondes, et qu'on fait « Hey, mais ce n'est qu'une perception, là. » Alors, le stress, c'est une réaction provoquée par le rapport entre la perception d'une demande qui nous est faite et la perception des moyens à notre disposition pour y répondre. Plus je perçois la demande comme compliquée, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de moyens, plus le stress est élevé, parce que mon ego se sent menacé. De quoi je vais avoir l'air, blablabla. Moins la demande m'apparaît compliquée,
parce que j'ai l'impression d'avoir suffisamment de moyens, moins le stress est élevé, parce que mon ego ne se sent pas menacé. Deux personnes différentes devant la même demande peuvent avoir des perceptions complètement différentes. Il y a une personne qui peut dire « catastrophe, on n'arrivera jamais », puis l'autre à côté peut dire « bien voyons donc, il n'y a rien là ». C'est la même demande. Deux perceptions différentes. Une personne qui peut avoir une tendance naturelle à la catastrophisation, à la merdification. Puis il y a une autre personne qui peut avoir une tendance au déni. Mais les deux peuvent être à côté de la réalité. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter. Hey, c'est une perception. Est-il vrai que la demande est si complexe? Est-il vrai qu'on n'a pas suffisamment de moyens? Peut-on aller en chercher pour réduire l'écart entre les deux? Alors, j'avais décidé de travailler sur la conférence pour augmenter ma perception des moyens, me sentir moins stressé. Notre fille s'approche de moi et me dit « Serge, j'aurai un service à te demander. » Mon hamster est parti à courir. « Oh, qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle ne voit pas que je suis occupé. » Puis là, ça fait « Serge, applique ce dont tu parles. » Il y a deux mots qui m'aident à ramener l'attention dans le présent, toujours. Présence attentive. Je les ai collés sur la porte de mon réfrigérateur pour les voir souvent. Présence attentive. J'ai fait « Serge, la conférence ça va être là tout à l'heure. Présence attentive. Ma chouette, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Elle me dit « J'aimerais que tu m'aides à choisir ma robe de bal. » J'ai été rempli d'une joie immense. Parce que moi, je ne suis pas son père biologique, ça fait que c'est pas moi qui paye. Donc, on va en acheter une chère. C'est pas gentil, c'est pas gentil. J'ai dit, ça va me faire plaisir, ma chouette, quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Elle me dit, cet après-midi. J'ai dit, écoute, je comprends pas, on est en février. Ton bal, c'est au mois de juin. On a plein de temps. Non! J'ai appelé 3 de mes copines, ils sont allées hier après-midi à la boutique où je veux aller, ça sort à pleine porte, tu n'aurais pas de choix. J'avais beau faire des pieds et des mains pour calmer son hamster, impossible. En passant, quand on a le goût de calmer le hamster de quelqu'un d'autre, il faut d'abord avoir calmé le sien. Très important. Alors, j'ai fait quelque chose de très difficile. C'est très difficile de faire ça. Je suis sérieux. J'ai dit, ma chouette, me donnes-tu une minute? Elle dit, bien sûr. Je me suis retiré. Je me suis assis. Et j'ai observé mon hamster qui faisait, comment ça se fait qu'il est toujours dans ce temps-là, qu'elle vient me demander quelque chose? Et là, j'ai fait, OK, place ton attention sur quelque chose de concret, ton souffle, peu importe le contact de tes pieds avec le sol. Débranche la roue. Compte jusqu'à 5. Et là, j'ai ouvert une fenêtre de lucidité dans laquelle j'ai fait apparaître vivre, aimer, transmettre, apprendre. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce qui est important? 2 réponses sont montées. Aimer la robe de bal, transmettre la conférence. Il y avait un conflit dans ma tête. Là, j'ai fait, en ce moment-là, dimanche après-midi, là, qu'est-ce qui est vraiment important? Cette fois-là, ce qui est monté, valeur profonde, la robe de bal. Mais là, si je décide de passer à l'action pour l'aider à choisir la robe de bal, il faut que je lâche prise sur la conférence. Parce que si je ne lâche pas prise sur la conférence, dans quel état va être mon hamster tout l'après-midi? Il me semble que ce n'est pas si compliqué que ça. Choisir une robe, garde, elle va bien celle-là, là? Elle est belle, 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 elle est belle. Et là, j'ai manqué le spectacle. Et je vous assure, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de toute ma vie. Pendant 3 heures, je n'ai fait que ceci. Au bout de 3 heures, là, elle avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. C'était empilé plus haut qu'elle, c'était fascinant. Elle avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles parce qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Je veux savoir son sourire. J'avais moi aussi le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est que quand je suis revenu à la maison, j'avais une énergie incroyable pour travailler sur la conférence. Pourquoi? Parce que j'avais maintenu une cohérence entre mes valeurs et mes gestes. Je ne suis pas sûr que si j'avais privilégié la conférence, j'aurais eu la même énergie. Parce que le hamster aurait probablement tourné tout l'après-midi. « Oh, j'étais plus près que je le pensais, j'aurais pu faire un petit effort, blablabla. » Quelqu'un m'a dit « Oui, mais monsieur, si la conférence avait eu lieu lundi matin à 8h30, vous auriez fait quoi? » J'ai répondu ceci, j'aurais offert une alternative. Et j'emprunte cette réponse à un conférencier, malheureusement, on l'a perdu lui aussi, Jean Montbourquette, je l'adorais, conférencier québécois, qui disait « Quand vous avez de la difficulté à dire non, quand vous avez de la difficulté à mettre des limites, voici une solution. Offrez une alternative dans le respect et la vérité. » Et c'est ce que j'aurais fait avec notre fille. La vérité. Je lui aurais dit, demain matin à 8h30, j'ai une conférence. La vérité. Je lui aurais dit, j'éprouve beaucoup de stress. J'aurais même parlé de l'écart entre la perception de la demande et la perception des moyens, un petit peu de pédagogie en passant. Et je lui aurais offert une alternative. Je me rends disponible à compter de midi demain. Moins de 24 heures.
compromis parfaitement acceptable, respect des besoins de l'autre, respect de mes besoins, cohérence avec mes valeurs, sens, énormément de plaisir pour travailler tout l'après-midi sur la conférence. Est-ce que c'est clair? Ne me croyez pas. Ne croyez rien de ce que je vous ai dit. Faites-le. Et surtout, don't miss the show. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup, beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'on s'était donné un peu de temps pour ça? Une ou deux questions? Ou réactions? Est-ce qu'il y a de la confusion? Il y a de l'émotion. Soyez bienveillants et bienveillantes avec vous-même. C'est bien important. Parce que ce n'est pas facile à mettre en application, paradoxalement. Ça a l'air simple quand j'en parle, mais ce n'est pas facile à mettre en application. Il faut être bienveillant avec soi-même. On trébuche. Oh, c'est encore l'hamster qui est reparti à courir, blablabla. Pas grave. Bienveillance avec soi-même. J'ai trébuché. On continue. On persévère. Et je vous garantis, j'en suis convaincu parce que je le vis. Et quand on le vit, on sait que c'est possible. Maintenant, mon hamster, il existe encore. Beaucoup de gens me disent, avez-vous encore un hamster dans la tête? Ben oui, j'en ai un. Mais je l'attrape rapidement. C'est la grosse différence. Je ne laisse pas courir des heures de temps inutilement. Elle est là, la grosse différence. Ça va? Bienveillance. Je vous prends tout le monde dans mes bras. Merci beaucoup. Merci beaucoup.